here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ERLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Bienvenue ici dans notre nouveau studio au sein du village Baïséa, rue de Boétie à Paris. Une émission exceptionnelle cette semaine. Nous souhaitions bien sûr rendre hommage à Steve Jobs en marge des 10 ans de sa disparition, en compagnie de Pascal Cagny, ex-VP d'Apple. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Pascal, ça me fait très plaisir que tu sois à mes côtés parce qu'on a vécu... Moi, j'étais spectateur, toi, tu étais acteur. Vraiment, une période assez phare, moi, de ma carrière. J'imagine qu'elle a marqué la tienne, de suivre le parcours de Steve Jobs. Tu as été durant 12 années, entre 2000 et 2012, le vice-président d'Apple, en charge, alors attention, la liste, c'est un inventaire à l'après-vert, zone Europe, Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. Donc, tu ne dormais jamais, toujours aujourd'hui. Hein. Et tu as été un observateur, acteur, attentif d'Apple, un proche collaborateur et surtout un ami de Steve, on peut le dire, Steve Jobs. Un grand plaisir de te recevoir, Pascal. Merci d'être avec nous. Et tu as depuis monté un fonds d'investissement, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, un fonds d'investissement européen en capital risque qui s'appelle C4 Ventures. Et depuis 2017, tu as été nommé président de l'agence Business France, ambassadeur délégué aux investissements internationaux par le président de la République, Emmanuel Macron. Pas de chroniqueurs ce soir avec nous cette semaine en plateau. Ils vont intervenir quand même, vous allez voir, mais via des questions, des petites vidéos qu'on a enregistrées et qu'ils vont t'adresser directement à toi, Pascal, sur ton parcours et celui de Steve Jobs. Pascal, je te propose qu'on ouvre ton album de souvenirs par ta première rencontre avec Steve Jobs. Pascal, est-ce que tu peux nous rappeler ou te souvenir, je pense que c'est un moment fort chez toi, de ta première rencontre avec Steve Jobs, et j'imagine que c'est lié à un lieu en particulier. Je te mets sur la voie. C'est un lieu absolument unique. C'était à Hawaï, au Kona Village Resort, sur ce qu'on appelle le Big Island. Et c'est un lieu qui me tient à cœur pour deux raisons. Un, parce que j'ai passé plus de 5 heures sur une plage à déambuler et à marcher avec Steve. Mais c'est parce que c'est sans doute là que quelques années plus tôt, j'avais eu le privilège, avec mon épouse, d'avoir une visite. Et que ma deuxième fille, Diane, qui vient de se marier, et qui a un petit bébé qui s'appelle Carla, a été conçu. D'ailleurs, on l'appelle Diane Aloha. Aloha pour bienvenue. Donc là, j'ai deux liens avec Hawaï. Et pourquoi Hawaï? Parce qu'en gros, j'avais un job et une offre chez Dell, que Michael Dell m'avait offert, et je n'avais pas encore 40 ans. Il était sympa de quitter l'Europe pour les États-Unis. J'avais même loué une maison là-bas à Austin. Et finalement, au moment de mon départ de Packard Bell, cette société merveilleuse qu'on avait créée avec toute une bande géniale dans le centre de la France à Angers, les chasseurs de tête m'avaient dit il faut que vous allez voir Steve Jobs. Marque iconique des années 90, Packard Bell. Hein. Absolument. Ça a révolutionné le monde du PC. Et donc, les chasseurs de tête voulaient que j'aille voir ça. J'avais pas grand-chose à perdre. J'avais déjà mal au genou et j'étais en train du ski. J'étais dans mon entre-deux entre Packard Bell et Dell. Et après qu'il m'ait appelé en venant du Japon, où il y avait eu déjà l'Apple Expo. Oui, il y a une Apple Expo au Japon, une Apple Expo à Paris, bien sûr Macworld à San Francisco. Ouais, je reçois un coup de fil dans un taxi. J'ai encore un de mes voisins qui s'en rappelle. Il me dit, c'est Steve Jobs, j'aimerais que vous veniez au Japon. Je lui ai dit, peut-être pas tout de suite. Mais une semaine après, je suis allé aux États-Unis. Et là, on m'explique que c'est, comme il est en vacances, puisque c'est le jour de ses 45 ans. Ils me disent qu'il est au Kona Resort et ils m'offrent un aller-retour sur Hawaï où j'étais déjà allé 2 ou 3 fois. Et je me rends là-bas et je rencontre Steve Jobs pendant 5 heures. Ouais, c'était son lieu de villégiature
favori, hein, Hawaï, qui était à quelques heures d'avion et de jet privé pour lui de San Francisco et de Cupertino. On avait une question pour toi, parce que tu sais, c'est une tradition dans cette émission. Notre audience aime bien poser des questions aux intervenants. Donc, Antekil avait une question pour toi. J'imagine que c'était un fan de vélo, Antekil. Hello Pascal, comment avez-vous été engagé par Apple? Donc, tu l'as très bien raconté. Et encore une fois, donc, tu étais entre deux jobs, sans jeu de mots, deux jobs, et tu t'es laissé séduire par Steve. Quel est le mot qui t'a fait basculer? Parce que quand on est tu es un garçon plus que intelligent, plus que raisonnable, la raison ne te conduisait pas à aller vers Apple. Je te rappelais qu'en 99-2000, tu as raison Olivier, on était dans une période où Dell, c'était le rôle modèle. C'était le roi du marché. Ce qui était le roi du marché. Et donc, d'ailleurs, j'ai appelé tous les amis à qui je demandais conseil parce que j'ai eu quelques jours et quelques nuits difficiles. Tous, à l'exception d'un, m'ont dit qu'il fallait évidemment que j'aille chez Dell. Et pourquoi Apple? Parce qu'en gros, j'étais encore un homme très produit. Et d'ailleurs, si Steve, avec Meet Mandich à l'époque et tout le board, m'a fait cette offre pour être patron de l'Europe, c'est parce qu'il pensait que j'étais un homme produit. Et les discussions que j'avais avec lui, c'est lui expliquer ou lui demander comment, dans son produit qui était le All-in-One Mac, il avait pu faire disparaître l'USB. Comment, sur ce qu'on appelle le bezel, c'est-à-dire le front de l'écran, où il ne pouvait que mettre un CD, mais non pas un CD qu'on rewrite aussi, il pouvait continuer à travailler là-dessus. C'était un moment aussi où je rencontrais Sean Maloney, Ottolenghi chez Intel en tant que patron de Packard Bell, et on parlait des disques durs et des processeurs et des différentes générations. Donc on a une vraie discussion produit, on a une vraie discussion de vie aussi sur les aspirations des uns et des autres. Et lui, c'était déjà... Enfin, Apple était vu comme le loser. On posait la question de savoir quand vont-ils mourir. Je vous rappelle qu'on sortait de pratiquement une bankruptcy en anglais, c'est-à-dire une faillite, qui fait qu'en 98-99, ils étaient vraiment tout proches du gouffre. Et, tu t'es laissé séduire par Steve Jobs. Tu avais un a priori là, avant de le rencontrer, justement. On dit beaucoup de choses aujourd'hui sur Steve, son caractère. On en parlera tranquillement tout à l'heure. Tu l'as côtoyé maintes fois, mais tu as été surpris par cette relation. J'avais aucune envie d'aller chez Apple. J'avais aucune proximité. Je venais, je vous rappelle, de Compaq, qui avait été fusionné par HP. J'étais devenu patron de Software Publishing, qui était une des 3/4 grandes sociétés qui a été tuée essentiellement par la suite de Microsoft et de Lotus. On parle vraiment de la préhistoire. Ouais. Et j'avais créé Packard Bell, où à moins de 33-34 ans, j'avais pris cette usine Bull, avec une superbe équipe. On avait en fait le leader européen du marché, du PC. Je me battais tous les jours avec le Windows 2, le Windows 3, le Windows 386, avec des taux de failures énormes. D'erreurs, de problèmes. Et j'avais aucune opinion de Apple, si ce n'est que le produit était intéressant, le design intéressant. Et ce qui m'a séduit, c'est sans doute cette première de couve de fortune, où on venait pour la première fois avec le Mac OS, une nouvelle interface. À quoi et ce que j'avais modestement essayé de faire chez Packard Bell en mettant au-dessus de Windows ce qu'on appelait le navigateur, qui avait la métaphore de la maison. Une couche graphique déjà. Une couche de graphique déjà. Je me suis dit, tiens, j'ai trouvé mon maître. Parce qu'ils avaient une qualité d'exécution bien supérieure à celle qu'on pouvait faire sur le monde Windows. Alors revenons à Hawaï, justement, ce qui est amusant, et ça a l'air d'être vraiment, du moins ce que j'ai pu lire, parce que je n'ai pas pu le côtoyer comme toi, être une constante dans sa vie à Steve, c'est qu'il aimait se promener, passer un entretien d'embauche en se promenant, c'est pas si anodin que ça avec Apple. Tous les grands moments importants de sa carrière, il aimait pas être en réunion, en fait. Il aimait se promener et prendre des décisions en marchant. Et quand je le voyais à Infinite Loop, c'est-à-dire sur le siège social de Apple, on faisait la même chose. Il était avec l'équivalent des Birkenstock, je crois que c'est le terme. Birkenstock, en jeans. Moi, j'arrivais sans doute raisonnablement habillé en bon pingouin européen et passé 3 ou 4 années, je pense que c'est 5 heures, je me rappelle très bien, j'ai passé 5 heures à tourner, à discuter, en mangeant de la nourriture sous... Enfin, le Canary Resort, c'est pas non plus un 5 étoiles, quoi. C'est quelque chose de relativement simple. Ouais. L'endroit est rare, vous savez que c'est le Big Island, c'est là où il y a la lave. Et donc, oui, je m'en rappelle, alors, je n'ai pas une très bonne mémoire de ces choses-là, mais cette rencontre-là, je m'en rappelle, et elle a effectivement eu un impact profond sur ma vie pendant près de... Et encore aujourd'hui, puisque vous m'invitez aujourd'hui parce que j'ai dit oui ce jour-là. Tu peux me tutoyer, Pascal, on se tutoie dans la vie, on peut continuer. Pas de faux semblants. Mais c'est vrai que
de manière fréquente, quand il avait besoin de prendre une décision importante, il avait besoin de s'entretenir avec quelqu'un, il le prenait sous le bras et il partait avec lui. C'était une bonne manière de juger les personnes et apparemment, il a fait un bon jugement ce jour-là. Est-ce que tu avais le sentiment à cette période, regarde, ça va être un peu le fil rouge de cette émission, on a prévu quelques petites citations de Steve qui constituent donc le fil rouge de cette émission, on en a préparé une première, regarde. Tout le monde ici ressent que nous sommes à un des moments où nous influencions l'avenir. C'était au moment où tu es arrivé, hein, en 2000. Est-ce que tu avais le sentiment, au moment où tu signais chez Apple, que tu vivais un moment exceptionnel aux côtés de Steve et au-delà, on peut le dire, allez, osons le mot, un moment historique de la tech? Pas en 2000. En 2000, on avait déjà le Mac. On lançait au mois de septembre le Cube, qui nous a conduit quand même à avoir ce qu'on appelle un profit warning. On est allé voir les investisseurs le 27 septembre 2000 pour leur dire qu'on n'allait pas réussir les résultats qu'on souhaitait. Donc, et le stock a été rose à cette période. Et le stock a été divisé par 2 ce jour-là. Donc il y a eu un premier retour de fortune avec l'arrivée du iMac. Je vous rappelle qu'on a fait les flowers, donc les fleurs et autres, toutes les couleurs. On avait ce MacBook qui était merveilleux aussi. Le design était fort. Mais après, on a eu ce mois de septembre, c'était l'explosion de la bulle Internet. Et la période dont tu parles, dont vous parlez ici, quand je dis vous, c'est pour vous, la communauté de ORLM, on refait le Mac, c'était en fait les gens qui... c'était au moment où on a vraiment craqué le iPod. Et là, on a commencé à vraiment sentir quelque chose. Mais le moment où on faisait de l'histoire, c'était vraiment 2e, 3e génération d'iPod. Lorsqu'on voyait qu'on pouvait, avec un software, un logiciel, comme iTunes, puisque rappelez-vous, on a commencé avec un logiciel qui était un logiciel PC. Là, on savait qu'on était quelque chose de bien. On allait au moins survivre. Et l'année ou l'année avant, où je faisais partie de ce Top 100, où j'ai vu le premier iPhone, ce jour-là, j'ai compris qu'on était sur quelque chose d'énorme. D'énorme, je n'avais pas compris, personne ne pouvait comprendre qu'on allait impacter la vie d'aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs. Et sans l'iPod, il n'y aurait pas eu ça. Encore et toujours cela. Ça a été le commencement de tout ça. Mais voilà. Quand tu es rentré, la capitalisation boursière d'Apple, tu t'en souviens, elle était à combien? Écoute, je ne crois pas dire de bêtises, mais elle devait être à 5 milliards. Et quand tu es parti? Elle devait être à 350-400 milliards. C'est dingue. Mais j'ai fait évidemment bon père de famille. J'ai vendu quelques-uns de mes actions. Ouais. Mais le 31 octobre 2012, au moment où je suis strictement parti, j'ai racheté les actions Apple. Je n'ai évidemment vendu beaucoup trop vite, mais évidemment, je ne suis pas à plaindre, et ça, c'est très important. Parce qu'en gros, d'abord, la loi fiscale française me conduisait à garder mes actions au moins 5 ans pour qu'elles ne soient pas surtaxées à des taux de 60-70. Donc, la leçon pour tes auditeurs, nos auditeurs, c'est de dire, suivez la loi, il y a toujours du bon sens. Le long terme a parfois du bon. Donc, merci à l'État français d'avoir mis ces règles importantes pour pouvoir... voilà. Alors, pour conclure ce début, cette histoire d'amour que tu as eu avec Apple et avec les produits Apple et avec Steve indirectement, et une autre citation de Steve qu'on t'a préparée et qui illustre bien cette période-là et du monde où tu venais et ce que voulait faire Steve en matière d'action sur le marché de l'informatique pure avant d'aborder l'iPod. C'est l'état du marché du PC à l'époque. Mon point de vue, lorsque je suis revenu chez Apple, était que notre secteur était dans le coma, c'est assez sévère. Ça me faisait penser à Détroit dans les années 70, lorsque les voitures américaines étaient des cargos sur roues. C'est vrai, quand on regarde avant l'arrivée de Steve, les ordis, et après l'arrivée de Steve, le retour de Steve, les ordis, tu parlais de l'iMac translucide, c'est aussi l'œuvre de Jonathan Ive, mais ça a eu un impact, c'était sa vision, ça, vraiment. Oui, et puis c'est sur 15 années où le PC servait à faire de la productivité personnelle, qu'on avait réussi à mettre en réseau, avec des interfaces auxquelles je ne me fais pas toujours, qui sont des interfaces Windows première génération, ils ont fait des progrès. Et clairement, le rôle modèle, c'était justement le Dell. Le Dell qui baissait les coûts, mais qui n'avait aucune innovation là-dessus. Le Dell, dont je vous rappelle, mon cher Michael, qui en 97, devant DataQuest, disait qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un actionnaire de Apple? Il disait, je fermerais la boutique et je rendrais l'argent qui reste aux actionnaires. Et je vous rappelle que ce jour-là, ou quelques années plus tard, je pense que je suis là maintenant en 2010-2011, Steve s'est payé un soir de janvier 2011, il faudra vérifier, d'une petite note à l'ensemble des employés d'Apple en disant voilà la cote de M. Michael Dell en 97 et aujourd'hui la capitalisation boursière de Apple est bien supérieure à celle de Dell. On parlait de 40, 50, 60 milliards. Oui, rien par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Alors tu as rejoint au début des années 2000 donc la French Team, parce que c'est une tradition, j'ai l'impression, au sein d'Apple, c'est français d'Apple. Tu as rejoint Bertrand Serlet, l'un des papas de macOS 10, tu as rejoint
Jean-Marie Hulot, qui est l'un des papas de l'iPhone, ou encore notre ami Jean-Louis Gasset, qui était un des vice-présidents comme toi d'Apple. Les ingénieurs français, au-delà de la France, a toujours eu un rapport particulier avec Apple. Et même, j'ai l'impression que Steve avait un rapport particulier avec la France. Oui, Bertrand était là, Jean-Louis n'était pas là, et au contraire, c'est un concurrent direct. Et j'ai eu le privilège de le rencontrer il y a exactement 24 heures, ce qui était un vrai bonheur, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et je pense que Jean-Marie est arrivé plus tard. On est plutôt en 2005-2006, lorsqu'on a continué à travailler ici à Paris, dans les bureaux que j'avais ouverts avenue Place d'Iéna, sur le iPhone. Alors, c'était clairement quelqu'un de francophile. Il avait un vrai respect et amour de la France. Il connaissait l'ensemble de nos grands bâtiments. Il était heureux de venir ici. D'ailleurs, notre Apple Expo en Europe était à Paris et pas à Londres ou en Allemagne. Il était toujours au même hôtel, l'hôtel Montalembert. Chaque fois qu'on lui disait qu'on pourrait en faire un autre, il souhaitait rester dans le même hôtel sur cette rive-là. Mais pour autant, avec l'arrivée de la musique, la guerre d'Irak, donc en 2001, le fait que le président Chirac n'accepte pas que les avions américains survolent, il y a eu une sorte de French bashing qui me conduisent aujourd'hui encore dans mes fonctions d'ambassadeur aux investissements étrangers à me battre contre cette idée-là, que j'ai vu se développer sur le campus et en Californie. Et donc, sans vous dire qu'il n'est pas resté francophile, mais il a pris une vraie distance à l'égard du pays à ce moment-là. Et il voyait qu'on n'avançait pas, qu'on n'innovait pas assez. Il considérait que la ville de Paris était une merveilleuse ville, mais une ville musée. Et on n'avait pas encore le merveilleux mouvement de la French Tech de ces 5-10 dernières années. On va y revenir. Mais dans la French le Tech. savoir-faire français en matière de logiciels était incontestable. Dans son période Next, je vous rappelle qu'il avait mis Next Europe à Sofia, et qu'il avait, c'est de là dont vient Bertrand. C'est Bertrand Serlet. C'était toute une génération de Next. Et là, il le reconnaissait au plus haut point. Et c'était l'INRIA, les ingénieurs INRIA. Vous voyez, juste retour de l'histoire. L'INRIA, qui est un institut de recherche exceptionnel, qui est aujourd'hui géré par un ami Sportis, où on essaie de mettre comme critère de performance la création d'entreprise. Je suis à la fondation de l'INRIA. L'INRIA a vraiment produit un nombre de développeurs et de scientifiques de très très grand talent. Donc il faut qu'on le dise encore aujourd'hui. Bertrand Serlet, tu l'as dit. Jean-Marie Hulot, tristement disparu. INRIA, absolument. Il y a 2 ans maintenant, qui était l'un des papas de l'iPhone. On en parlera ensemble parce qu'il a travaillé pas très loin de tes bureaux à Paris. On n'a pas de chroniqueur en plateau avec nous cette semaine, mais on a préparé quelques questions. On commence avec une première question. C'est une question de Didier Policani de Mac Forever, directement depuis Lausanne. Regarde. Salut Pascal, alors je me rappelle qu'à ton époque, Steve Jobs donnait une place particulière à l'Europe. On avait régulièrement des présentations produits, des keynotes. On se souvient de l'iMac présenté par Phil Schiller également. Steve Jobs aimait beaucoup aussi aller à Apple Expo à Paris, qui avait lieu donc une fois par an. On avait aussi des petits événements comme Beaubourg pour le lancement de l'iPhone. Ces choses-là ont un petit peu disparu. On a l'impression que Cupertino a recentralisé un peu son image donc en Californie. Moi, ma question, c'est comment tu vois ça aujourd'hui de ton œil d'ancien directeur d'Apple Europe? Et surtout, est-ce qu'à l'époque, c'était une vraie volonté de Steve Jobs de donner de l'importance à l'Europe, ou est-ce que c'était toi qui le poussais à le faire finalement? Je ne vais pas vous dire que c'était moi, mais clairement, quand même. Le rôle de l'Europe et le succès de l'Europe, le mien et celui de mes équipes, en fait, nous ont permis d'avoir, à un moment donné, pendant de très nombreuses années, la plus forte croissance. Et ça, c'est notre fait de gloire. L'autre façon de mesurer la performance, c'est que l'ensemble des talents qui étaient en Europe étaient souvent attirés, poussés aux États-Unis. Toute mon équipe aujourd'hui encore qui gère l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde, même en Chine, vous avez l'équipe que j'ai recrutée. Donc ça, c'est vraiment ce dont je suis très fier. Et pourquoi on le faisait? C'est que, on n'était pas dans le même modèle. J'ai évidemment vu, moi, sur les 12-13 années de mon passage chez Apple, une évolution où j'étais un general manager qui s'intéressait à pratiquement 100% du dossier, mais on avait 1 milliard de chiffre d'affaires, quelques milliers de personnes. Quand j'ai quitté la société, on était déjà à 40 milliards sur 120 pays. Et on est arrivé à cette logique de fonctionnalisation. Et un des messages clés, d'ailleurs, du succès d'Apple, et qu'il faut dire à nos jeunes start-upers et à nos entreprises, c'est qu'il faut absolument spécialiser les gens. C'est très frustrant pour les Européens que vous êtes, que je suis, parce qu'on a une formation avec ce fameux baccalauréat où on touche 5, 6, 7, 8, 9, 10 matières. Mais la réalité des choses, les anglo-saxons ont ceux de particulier, et c'est vrai aussi pour les Anglais, de prendre 3-4 matières et d'être très bons à cela. Il faut accepter de se spécialiser pour avoir plus de profondeur, et chercher toujours les meilleurs talents. Et ça, c'était, j'espère qu'on va en parler, un des vrais savoir-faire de Steve, c'est-à-dire chercher les talents.
et souvent savoir les retenir pour de bonnes raisons. Ah oui, on va en parler, on déroule le fil petit à petit. Et un fil important et un moment important de cette émission, c'est avoir un boss qui s'appelle Steve Jobs. Alors regarde cette citation de Steve, ton boss, parce que je suis le patron et ce que je crois que c'est faisable. On a beaucoup écrit, beaucoup commenté, surtout depuis qu'il est parti, Pascal, au sujet de Steve Jobs en tant que patron, qu'il était notamment ultra exigeant. Quel patron était-il avec toi, avec tes équipes, franchement? Écoutez, si je devais résumer, tout ce que vous entendrez de bien et de moins bien sur Steve est essentiellement exact. Il a été capable, sans doute, c'est le terme consacré aujourd'hui, de bullier, d'impressionner de manière forte certaines personnes qui n'avaient pas le courage ou simplement la colonne vertébrale pour résister. Mais au global, moi, je dois avouer que j'ai eu une expérience extrêmement positive. J'étais peut-être pas tous les jours à côté de lui, et ça, c'est un vrai savoir-faire. Il fallait être calme, comme mon cher Tim Cook, pour pouvoir le vivre. Mais tout ce qu'on raconte sur son caractère, son tempérament est sans doute vrai, mais il était surtout extrêmement intense. Intense, ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on s'exprimait devant lui, il fallait avoir bien réfléchi au sujet. Et il fallait avoir regardé les choses dans tout angle. Mais ça, moi qui ai une longue expérience maintenant des grands conseils d'administration ou travailler dans mes fonctions d'ambassadeur avec des patrons, c'est une des caractéristiques essentielles du leadership. C'est-à-dire qu'il faut absolument être certain de montrer set the tone, c'est le terme anglais, donc il le faisait. Après, je suis certain qu'il y a eu des excès, c'est bien entendu et bien connu, mais au global, c'était quelqu'un qui était vraiment extrêmement bienveillant. J'ai eu un petit problème de santé un jour en étant, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, qui ressemblait à une sorte de heart attack, c'est-à-dire qui était juste une petite inflammation. Et il m'a amené son médecin particulier qui, à 2h du matin, s'est déplacé de San Francisco jusque dans la vallée. J'ai passé, comme ça se fait dans ces cas-là, quelques heures à l'hôpital. Je suis rentré le matin et il a été d'une bienveillance incroyable. Et pas parce que j'étais un de ses proches ou que j'étais le patron d'Europe, c'est que je pense qu'il l'aurait fait avec n'importe quel autre être humain qui était autour de lui. Donc il faut bien comprendre que c'est un homme qui était un petit peu écorché, à vif, très sensible, une sensibilité qui souvent était exacerbée par le jet lag, la différence. Vous, journalistes, quelquefois, vous l'avez vu dans un état qui était un petit peu challenging. Les journalistes. Vous avez vu aussi tous ces apparatchiks autour de lui qui vous expliquaient qu'est-ce qu'il a fait, pas faire et pas faire, faire et pas faire. Mais au global, c'est un vrai humain avec tous les hauts et les moins hauts qu'on puisse espérer. Tu me rappelles une belle histoire. C'est vrai qu'on ne souligne pas les petits gestes comme ça qu'il a pu faire. Je me souviens avoir eu une fois une discussion avec Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, qui m'a raconté qu'après avoir subi son attentat, tu sais, au début des années 2000, lorsqu'il avait été poignardé après la Nuit Blanche, Steve lui avait envoyé un petit iPod avec tous ses morceaux préférés pour sa convalescence. Donc ça montre que c'était un garçon qui était attachant et qui savait... Et pour rebondir, Olivier, j'ai présenté Steve à Bertrand Delanoë avec quelqu'un qui s'appelle Didier Lombard, qui avait le même rôle que j'ai aujourd'hui d'ambassadeur aux investissements internationaux, qui ensuite a pris la fonction de directeur général d'Orange, que Steve a revu en 2006-2007 au moment où on négociait l'accord d'exclusivité. Et on est allé voir Delanoë, Bertrand Delanoë, qui, dans son grand bureau de l'hôtel de ville, au moment où on souhaitait mettre le siège social de l'Europe rue du Scribe, et on se heurtait aux architectes des bâtiments de France, qui sont pourtant exceptionnels, tout simplement parce que sur un bâtiment qu'on essayait de prendre, il avait été construit au même moment que l'Opéra Garnier, et on ne pouvait pas faire un minimum de modifications, notamment enlever les barres en fer qui cadraient quelques fenêtres. Et sur cela, avec Delanoë, mais aussi Gérani, on n'a pas réussi à mettre le siège rue du Scribe, et on est parti comme ça en 2000, puisqu'on voulait prendre en fait un bureau, mais aussi les magasins. Je parle maintenant de 2003, et on est parti en quelques semaines, ça allait plus vite que son ombre, à Regent Street, où finalement est allé le siège européen à mon corps défendant. Mais vous voyez à quoi sert les ABF et cela. Donc Delanoë était très proche de nous et je suis très heureux que tu me rappelles cette anecdote de Steve Jobs. Alors au-delà du personnage, on dit souvent que Steve demandait énormément à ses équipes. Regarde cette citation de Steve qu'on t'a préparée. « Je travaille comme un dingue. » Ici, il parle d'Apple bien sûr. « Je ne crois pas que je pourrais travailler plus dur.
Et au-delà, voilà ce qu'il disait concernant la manière, la méthode de management, c'est mon boulot n'est pas d'être gentil avec les gens, mon boulot c'est de les rendre meilleurs. Est-ce que c'était dur de bosser pour Apple à l'époque, de bosser pour Steve Jobs? Regarde, on a une question d'un autre chroniqueur qui était destiné à ce sujet, je l'ai déjà un petit peu résumé, il s'agit de Stéphane Zibi. Salut tout le monde, bonjour Pascal. On connaît tous le caractère ultra exigeant de Steve Jobs, pouvant passer des heures à faire corriger une présentation. On connaît aussi son caractère difficile. Est-ce qu'à travers ces deux aspects de son caractère, ce qu'on pourrait avoir deux petites anecdotes illustrant cela? À bientôt. D'abord, moi je souscris personnellement, et d'ailleurs mes collaborateurs de l'époque comme d'aujourd'hui pourraient y souscrire, sur le fait que l'idée c'est de sortir le meilleur des gens. Je pense que quand on a le privilège d'avoir quelqu'un à ses côtés, proche de soi, qui veut essayer de sortir le meilleur de soi-même, ben, je pense qu'il faut épouser. Alors c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas donné pour tout le monde, mais je souscris à 110% à cette règle-là. Et sur l'anecdote, c'est clairement les présentations. Il faut savoir qu'une présentation, un keynote, tel que vous le voyez, et modestement moi, mais toute l'équipe de Apple, on a maintenant une religion sur la qualité des présentations, le flux, la qualité du graphisme, le messaging qui doit être simple. Il a complètement révolutionné la présentation des produits, qui était déjà de bonne qualité, avec notamment les reveals que l'on a sur les grands salons de l'automobile, qui était une sorte de rôle modèle. Et il a amené ça à un autre niveau en intégrant le multimédia, c'est-à-dire le son, l'audio, la vidéo. Et surtout l'idée d'avoir peu... C'est un show, donc vraiment un show profond, mais aussi avec l'idée de rendre cela intelligible. Et en se rappelant qu'on était à une époque où on n'avait pas la même culture informatique qu'aujourd'hui, qu'il fallait rendre les choses intelligibles. Mais son attention aux détails était folle. Les nuits précédentes, et certains ont souffert, les présentations, les keynotes, ont été terribles. Et ici, j'ai vu des 3, 4, 5, 6 heures du matin, avant le show, où il changeait les dernières slides, où le flux n'était pas bon, la qualité du son n'était pas bonne. Mais c'est vrai pour lui, comme c'est vrai pour nombre d'autres patrons. On se retrouve tous dans ce mode opératoire. J'ai rarement vu un patron qui, à la dernière minute, alors que tout est prêt sur scène, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais des importants exécutifs d'Apple m'ont raconté, mais je ne sais pas si c'est de l'info de la Tox, où Steve a dit non, on ne présente pas le produit. Tout était prêt et il ne le sort pas. Ça te parle, ce genre de Bien sûr, bien sûr. Et s'il avait été là et qu'il n'avait pas présenté Maps, Scott Forstall serait encore là, parce que le produit n'était pas prêt. Ouais. Donc, lorsqu'il y avait un doute sur la stratégie et autres, il s'autorisait, et c'est le privilège du CEO, jusqu'à la dernière minute, lui qui met son nom et son aura sur le produit, ne pas le faire. Et là encore, je ne veux rien excuser quoi que ce soit, mais ça, c'est sain. Et donner à un homme dans une entreprise qui porte, surtout dans les dernières années, un produit et une entreprise, le soin de le faire est important. Je vous rappelle que si on n'avait pas fait Maps, et on a eu quelques autres issues, c'eût été mieux, parce qu'on se donnait les 6 mois ou l'année supplémentaire pour absolument polir le produit. Maps, c'est plan, et tu verras que dans un instant, on aura une petite question à propos de Scott Forstall, qui était le papa de Maps. Une autre citation qu'on t'a préparée. Regarde Johnny Ive, qui était bien sûr son ami et le designer iconique d'Apple, qui a aujourd'hui quitté la société. Quand je lui présente quelque chose, regarde, il dit « c'est nul », puis « ce n'est pas si mal », et enfin « ça ». Oui, j'aime. Et plus tard, en public, il fait comme si l'idée était de lui. Est-ce que tu retrouves vraiment du Steve Jobs? Donc ça, moi, je ne l'ai pas vécu, mais on m'a fait ce témoignage à plusieurs reprises. Totalement. Mais c'est finalement une belle victoire. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir des convictions, d'avoir des opinions, supportées par des faits, des chiffres, et de faire en sorte que le monde entier se les empare. Donc avoir une idée qui soit prise par Steve Jobs, et qui met son aura, son poids pour le... Et c'est pour ça que Johnny a pendant de longues années travaillé. Donc c'est totalement vrai. C'est mieux que ça vienne du boss que pas. Ça, c'est le cliché classique. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait être très préparé pour discuter avec Steve Jobs. Mais une fois encore, je pense que c'est une caractéristique de leadership classique que vous pourriez étudier dans toutes les grandes écoles. Simplement, lui, il l'a poussé à son paroxysme, et parce qu'il a la notoriété qui est la sienne. Mais c'est en rien différent d'autres grands autres patrons et de sans doute ce que vous et moi on fait dans notre pratique quotidienne. Et pour continuer sur le registre de l'anecdote, on a eu la chance de recevoir Jean-Marie Hulot dans cette émission il y a quelques années. Il nous avait raconté comment il avait glissé à l'oreille de Steve Jobs l'idée de faire un téléphone. Et Steve lui avait dit que c'était une connerie. Voilà. Et quelques mois plus tard, il l'avait rappelé pour préparer le projet iPhone. On en parlera ensemble tout à l'heure. Une autre citation, cette fois-ci de Jean-Louis Gasset, qui a eu le plaisir de rencontrer hier chez nos confrères de BFM Business. Jean-Louis Gasset, qui était le vice-président d'Apple. Alors, ils avaient plus des réactions un peu plus tendues parce qu'ils étaient un peu en concurrence à un moment donné, puisque Jean-Louis a pris la place de Steve lorsqu'il est parti.
Steve a une façon toute personnelle de voir la réalité des choses. La seule façon de traiter avec lui, c'était de lui rentrer dedans. Mais au-delà, je me souviens d'une discussion avec Jean-Marie Hulot. Il aimait les personnes qui lui tenaient tête quelque part, Steve, j'ai l'impression. Oui, c'est du bon vieux Machiavel. Pour exister, il fallait s'opposer. Jamais sans fait et chiffres. C'est-à-dire pas juste pour le fait de s'opposer. Et donc, il fallait avoir une colonne, une autonomie de pensée et de raisonnement très forte. Et je pense qu'effectivement, ça c'est une de ses caractéristiques, il ne respectait que les gens qui étaient capables de le contrarier. Et mes faits de gloire dans les top 100, et mes amis américains me s'en rappellent encore, sans doute naïf comme j'étais, et j'étais encore jeune, c'était de pouvoir s'opposer à Dieu le Père en le faisant avec les tripes et la passion. Parce qu'il appréciait aussi, c'est que c'est pas être un animal à sang-froid, et donc de s'exprimer et d'expliquer pourquoi on tenait à ce point de vue-là. Et j'avais des batailles, on a parlé avant du contrôle et autres, mais sur par exemple les lancements de produits, je ne pouvais pas comprendre pourquoi mon continent, l'Europe, n'avait pas accès aux mêmes produits au même moment que les États-Unis, souvent alors qu'on avait des meilleurs résultats. Donc c'est ça qui était bien. Donc il respectait s'opposer et la passion. Sans parler parfois des différences tarifaires, mais ceci est un autre... il en faudrait une émission entière pour en parler. Le Steve un peu comme ça autoritaire, un peu difficile, on a l'impression que c'est aussi correspond à un Steve de la première période d'Apple, hein, celle d'avant 1985, avant son départ. Regarde ces citations qu'on a préparées également de Steve Jobs. « Être renvoyé d'Apple a été pour moi la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Le poids du succès a été remplacé par la légèreté d'être à nouveau un débutant. Cela m'a rendu libre d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. » C'est vrai que cet épisode qui a été très douloureux pour lui, d'abandonner la société qu'on a créée, son bébé, hein, cofondé avec Steve Wozniak, qu'il ne faut pas oublier non plus. Ça a été une... J'imagine... Je ne peux pas parler d'avant 2000, je sais. Il y en avait parlé avec toi. Ce qui m'a été rapporté, ça a été très très difficile, la période 86 jusqu'à 97. Ces 10 années où il cherchait personnellement... dans sa quête de l'âme sœur, dans un ex qui avait effectivement un merveilleux savoir-faire, mais qui commercialement n'avait pas eu le même succès que la première période. Donc clairement, vous savez comme moi, c'est que, et ça c'est très très anglo-saxon, c'est le fait d'avoir eu un échec nous permet de rebondir. Et que la culture là-bas est très différente. Et je reprendrai ce que disait notre président Macron durant l'élection de 2017, il disait, en France, lorsqu'on a un échec, on est condamné, et lorsqu'on a un succès, c'est suspect. Et je pense que cet axiome-là, il faut le changer. Il faut quelquefois apprendre de ses erreurs et surtout de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, l'idée d'avoir des gens qui sont des serial entrepreneurs, qui nourrissent leur expérience sous réserve qu'elle ait la bonne attitude, puissent recommencer, ça a été le cas. Et ça a été le cas pour lui, et ça a été une démonstration magistrale. Qui aurait parié sur Steve Jobs en 86, alors qu'il avait 31 ans, en 90, 12, 13, 14, au moment où il lançait Next, et même à son retour en 97-98. Il n'y avait personne. C'est pour ça que la valeur de la société était proche de très peu. Il fallait acheter des actions en 96, 97, c'est clair. C'était une extraordinaire revanche pour lui à titre personnel aussi. Parce qu'au départ, souviens-toi, il ne s'est pas mis en avant. Il était CEO, hein, il était CEO intérimaire. Il n'était plus au moment où il t'a embauché ou il avait déjà... Non, il était clairement CEO parce que je suis là en 99. Oui, mais c'était la phase de transition. Il a amené un nouveau système d'exploitation. Il y a une stratégie aussi pour, en face d'Amelio, prendre le pouvoir. Il a pris des décisions lourdes et importantes. Je rappelle qu'il a tué le Newton, avec cette belle idée, cette belle revanche qui fait que le 28 janvier 2010, c'est-à-dire près de 10-20 ans après, on lance l'iPad, et qui est un énorme succès encore et toujours, parce qu'on parle toujours du phone, peut-être du iPod et de la montre, mais je pense que l'iPad était très important. Hein. En clair, il a beaucoup appris de cet échec, et c'est important de comprendre, tu parlais tout à l'heure, s'adresser aux plus jeunes qui nous regardent, aux futurs entrepreneurs de ce pays, d'apprendre de ses échecs. Et Steve Jobs ne serait pas il n'aurait pas été ce qu'il a été sans avoir été viré d'Apple. C'est le grand thème que dire, vous ne pourrez jamais regretter de ne pas avoir risqué. Donc la grande idée, et c'est ce qui change dans notre pays, c'est pour ça que je suis optimiste, que je suis rentré en France, que je me bats pour cette French Tech, c'est qu'en gros,
on a une culture maintenant des jeunes qui veulent prendre des risques. Donc il faut qu'on les encourage à le faire, qu'ils aient la capacité à ne pas réussir, qu'ils ne soient en rien condamnés et qu'on leur donne une deuxième chance. Et si on a cette culture-là, et c'est en train de se faire, ce n'est plus du si, on a changé. Et en ayant changé, on va créer les emplois et créer une décennie radieuse. Alors, c'est tout feu, tout flamme quand on parle de Steve Jobs. Soit il est très décrié, soit il est idolâtré. Regarde une question d'un de nos tweetos sur le compte d'Aurélien.tv, alias On refait le Mac. Une question, pardonnez-moi, de Sébastien Ponto. Au-delà de son côté dark, dont on a décrit pas mal ce soir, admis par lui-même, hein, c'est vrai qu'il le reconnaissait parfois, Steve Jobs est-il réellement un génie, un précurseur, un visionnaire, un perfectionniste? En clair, est-ce qu'il n'y a pas du marketing? Il ne s'est pas construit quelque chose où tu as senti, dès que tu l'as rencontré sur cette fameuse plage d'Hawaï, que Think Different, il y avait du sens dans ce slogan, parce que c'était vraiment Steve Jobs? Moi, j'ai encore du mal avec l'idée du génie, parce que c'est une définition très difficile. Je pense que, clairement, des 4 adjectifs qu'on a là, le perfectionniste, c'est ce qui le définit le mieux. Visionnaire, il était au contraire extrêmement pragmatique. Si on a fait l'iPod, c'est qu'on a eu Toshiba qui nous a donné ce 5-inch hard drives. Ce petit disque dur. On a réussi à chercher le disque dur. On a réussi à chercher ce qu'on appelle le quick wheel, c'est-à-dire la roue, la molette. Voilà, la molette, sans doute chez Creative Labs, qui nous a coûté quelques argent plus tard. Bien on avait un savoir-faire important sur le design avec Johnny et le matériau qui était des matériaux nouveaux et différents. Et le savoir-faire sur les couleurs aussi, quand même. Et donc, en mettant tout ça ensemble, plus savoir gratter du software, on arrive à l'iPod. Et donc, l'idée... Alors, savait-il que l'iPod allait créer l'iTunes et l'iTunes allait être le précurseur de ce qu'il définissait l'iPhone, qui, je vous rappelle, était 3 choses en même temps. Un iPhone, un Internet et puis un lecteur de musique. Je ne sais pas. Donc, je pense des 4 adjectifs, un perfectionniste, précurseur, oui, même si on peut nous reprocher chez Apple et lui reprocher qu'il n'a jamais été au premier niveau d'invention. Arcos a quelque part fait un iPod avant tout le monde. Français. Par contre, ce qu'a su faire Apple toujours, c'est le prendre assez tôt et le mettre sur le marché et le massifier. Enfin, moi j'ai l'impression, mais ça c'est une remarque d'observateur, que Steve a beaucoup appris de ses échecs parce qu'il a compris que ça ne servait à rien d'innover s'il n'y avait pas le marché derrière, que le marché n'était pas mature, que le produit n'était pas mature. Et on l'a très bien vu avec l'iPod, notamment par rapport à Arcos. Mais j'aimerais quand même te corriger là-dessus, mon cher Olivier, parce que là pour ça. Ça soyait totalement sur le marché. Ouais. On était à l'inverse de toutes ces sociétés, notamment vous savez, ce qu'on appelle les Procter Gamble, ou les L'Oréaliens, ou les autres sociétés de ce qu'on appelle les FMCG, c'est-à-dire les sociétés grand public. On faisait aucune étude de marché. Nous, on était dans absolument. Non, non. Il n'y avait pas d'étude du marché. Non, vraiment. C'est le produit que souhaitaient les ingénieurs d'Apple, les designers. L'idée, c'est qu'on fait le meilleur produit. C'est dangereux. Ouais. On fait le meilleur produit et il trouve son marché. Et pour faire le produit, on voit d'abord les composants. On se rappelle qu'on ne peut pas dupliquer ça partout. Si je faisais du Coca-Cola qui existe depuis 50 ans, je n'aurais pas la même stratégie. Mais pour nous qui devions investir sur des nouvelles technologies, on a toujours défini l'offre, faire le meilleur produit qui trouvera son marché. Et on le savait très vite. Le soir même d'un keynote, alors il était à 9h on stage, moi j'étais là à 5h on stage, à minuit le soir, en regardant ce qui se passait sur le net, en voyant les commentaires, on avait une bonne idée de savoir si le marché allait bon ou pas, et on poussait les commandes en matière d'approvisionnement de manière forte. Donc, ne pensez pas qu'on a fait beaucoup d'études de marché. C'est vraiment pas vrai. On s'est vu, tiens, il y a un moment, et là où il est très bon, il sent ce moment-là. C'est que dans l'investissement, la dimension temps est essentielle. Quand investir? Quand dérouler des ressources d'un projet vers un autre, parce que c'est là que tout va se cristalliser. Ça, c'est un talent unique et très très fort chez Steve Jobs, parce que je n'ai vu que réussir peu ou prou. Vous voyez, donc ça, il faut vraiment le sentir. Et ce qui est remarquable, et tu m'en parlais en moment de préparer cette émission tout à l'heure, juste avant le début de l'enregistrement, et bon, peut-être en parler maintenant, c'est que Steve en avait conscience et qu'il a voulu perpétuer cette faculté en influant, en assimilant une culture Apple après son départ. Il savait qu'elle n'allait malheureusement pas être éternelle. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, bien qu'il ne soit plus là, il y a toujours cette culture Apple. Tu peux nous en parler Oui, ça, je crois que c'est très important et je l'ai rarement raconté, et c'est pas un secret, mais je crois que après 10 années de sa mort et avec le succès sous la houlette remarquable de Tim, il faut le dire. En 2005, il avait en gros 50 ans, il a une première grosse alerte avec un cancer, je vous rappelle. Et là, il achète en fait un bail de 4, 5, 6 années,
mais il se pose quand même la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand je ne suis plus là. À l'époque, tout son management autour de lui n'a pas encore la même maturité que 5 ans après, lorsqu'il a été un peu plus absent. Et donc, on s'est posé la question très vite de créer ce qu'on appelle l'Apple University avec quelqu'un qui venait d'un parcours académique, Joel Podolny. Et je crois que lorsque j'essaie de raconter autre chose que des banalités qu'on peut lire ici et là sur le succès de Tim Cook, il faut bien comprendre que dans la culture Apple, vous avez ce qu'on appelait en anglais les premises, qui sont absolument importants et entiers. C'est-à-dire qu'il y a quelques grandes règles qu'on applique. Et je peux vous en parler aujourd'hui ou un peu plus tard dans l'émission. Mais la grande idée, c'était toujours de pouvoir se focaliser sur le produit, sans compromis. C'était de maîtriser les technologies cœur du produit. C'était, par exemple, et pour illustrer mon propos, à un moment donné, lorsqu'on a eu un regain de succès avec l'iPod, on nous a dit, mais pourquoi ne mettez-vous pas un badge Apple sur la caméra numérique du moment ou sur le télescope numérique du moment? Ça, c'était pas possible, parce qu'on n'allait pas juste faire un petit marketing et essayer de tirer parti du succès de l'iPod pour faire une extension de marque qui n'allait pas. Donc il fallait vraiment avoir cela. L'autre idée, c'était de vraiment avoir une religion, une forme de la simplification. On reconnaît à Apple le user interface, c'est-à-dire l'interface graphique utilisateur extrêmement simple. Et c'était vraiment bien définir ce qui est complexe et ce qui est compliqué. Complexe, c'est ce qui est dans la nature des choses. Compliqué, c'est ce que la nature humaine rend ou fait aux choses. Donc je pense que cette religion de la simplicité est importante. Il avait aussi un de ses prémices, c'était l'idée qu'on devait constamment vraiment innover, c'est-à-dire amener quelque chose, une vraie contribution. C'est un petit peu rêveur, mais de la même façon qu'on parlait du Mac dans le milieu des années 80 comme la bicyclette de l'esprit, the Wheels of Mind, l'idée était de dire on ne va pas simplement faire quelque chose d'incrémental, il faut que ce soit extrêmement bold, c'est-à-dire massif. Donc je pense que si on prenait tous ces prémices qu'on a ici et là, on peut vraiment expliquer le succès d'Apple et le fait qu'il dure encore aujourd'hui. Parce que Tim, plus que tout autre, a intégré cette culture et l'a mis en pratique avec la qualité de dirigeant d'entreprise qu'il est au premier niveau. Ouais, ça montre aussi qu'il n'a pas forcément un ego surdimensionné. Et c'était nécessaire aussi de savoir s'effacer et de perpétuer je dirais la culture propre à Steve Jobs. C'est tous ces petits cailloux que tu as très bien décrits. L'attention au focus, par exemple, Olivier, c'était de dire si tu n'as plus qu'une ou deux, trois priorités, ce n'est pas des priorités. L'aptitude à dire non tous les jours était la décision plus importante que vous et moi on prenne. Là, je rappelle, l'aptitude à dire non. Réfléchissons tous ensemble 30 secondes sur cela. Et ça, c'était ces grands paradigmes qu'il échangeait avec nous, notamment dans ce fameux Top 100. Et je pense que c'était vraiment ce qui fait la culture d'Apple. Cette aptitude à dire non, à ne pas faire, à ne pas se précipiter pour aller sur un nouveau marché avant qu'on ne soit prêt à le faire, à ne pas se précipiter à vouloir faire le même produit sur tous les marchés, mais d'abord bien comprendre comment le positionner et voir. Donc il faut avoir des nerfs, parce que ça veut dire qu'on n'a pas la dictature du trimestre, qui est pourtant la dictature de toutes les sociétés en bourse. Et ça, c'est très important. Et pour faire cela, il fallait être aux États-Unis et pouvoir gérer son conseil d'administration, alors qu'aujourd'hui, dans cette logique aseptisée, mais Dieu sait saine, où il faut avoir un check and balance, c'est-à-dire avoir une gestion de son conseil d'administration beaucoup plus équilibrée, et on cherche des CEO un petit peu moins innovants, qui sont un petit peu plus des gens qui gèrent les affaires. On n'a plus ça. Donc c'est très difficile de pouvoir appliquer les grandes recettes du succès d'Apple. Et pour parler aux futurs entrepreneurs, aux futurs Steve Jobs de demain, c'est parfois difficile de dire non à ses actionnaires quand ils mettent au pot. Et tu es un entrepreneur, donc c'est parfois un investisseur, donc c'est parfois difficile de dire non à ceux qui vous nourrissent. Donc Steve Jobs avait appris ça aussi de ses échecs, parce qu'il s'est fait virer par son conseil d'administration en son temps, et qu'il avait su s'entourer aussi du conseil d'administration qui lui ressemble et qui le comprenait. Mais c'est pas toujours évident de pouvoir perpétuer cette tradition, parce qu'elle n'est pas forcément courante dans les autres entreprises. Je regarde mes notes parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une conférence pour Castorama et pour Kingfisher, qui est un groupe. J'étais membre du groupe à l'époque. Et j'ai beaucoup réfléchi à la culture. Et j'ai encore, et il faudrait que j'en parle ou que j'écrive un jour un petit leaflet sur cette culture. Et je vois des choses très intéressantes. C'est-à-dire, en gros, dans les prémices qui marquent encore la culture d'Apple, on allait changer les design paradigms. À un moment donné, par exemple, sur le notebook qui est là devant moi, on faisait ça avec plusieurs centaines de pièces. Et à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une plaque d'aluminium
et forer à l'intérieur de cet aluminium et le designer comme ça, on n'allait plus à mettre des vis. Ça a été une révolution totale parce qu'on a eu une dissipation de chaleur d'une toute autre nature. Vous ne le rappelez peut-être pas, mais à un moment donné, on faisait de la pub sur le petit connecteur pour le courant. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que 2 à 3% des problèmes qu'on avait en après-vente, c'était simplement des gens qui rentraient dans leur courant et qu'on avait un problème. Ben, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ils ont mis un aimant. L'aimant, il nous permet d'assurer cela. Et on a fait une pub aux 20h, la plus chère qui soit, où on allait uniquement vendre ce petit features. Mais cette attention au détail illustrait une culture beaucoup plus importante qui fait que lorsque je mettais mes Apple Store à Joburg, à Johannesburg, ou que j'allais à Oslo, eh bien, si j'avais un PETS sur un de ces Apple Store en bois, avec tous mes Apple fans, ils me faisaient une photo et on envoyait les gens qui allaient tout de suite remédier à cela. Parce qu'il fallait que la culture et que l'image qu'on donne, la stewardship de la marque soit unique. Donc il y a une somme de choses faramineuses qui sont encore mises en pratique aujourd'hui par les meilleures organisations, notamment dans le luxe, chez nos amis de LVMH, chez L'Oréal, où je vois beaucoup de proximité avec ce qu'a amené Apple. On s'est un peu inspiré de tes Apple Store pour ce studio, plus modestement, bien sûr. Revenons à Steve Jobs. Et on a une question concernant Steve Jobs, justement, de notre chroniqueur Damien Douani. Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a un projet, une idée, sur laquelle Steve s'est vraiment objectivement planté et sur laquelle il n'a jamais voulu reconnaître son erreur ? J'ai pas pensé. C'était pas forcément prévu, d'ailleurs, pour la rajouter. Sur la musique, par exemple, le Soundbox, ça n'a pas été un énorme succès. Le premier speaker, le premier enceinte qu'ils ont sorti. Et pourtant, je l'aimais beaucoup. L'iPod. Mais toi, on n'a jamais craqué ça. Aujourd'hui encore, il faut bien reconnaître que nos Bose, nos Bio, name it, right, ont de meilleurs produits là-dessus. Par contre, on a réussi à amener une meilleure gestion de tout ce qui est les ondes et le logiciel. Donc on n'a pas réussi à craquer ça. Alors que, vu le savoir-faire qu'on avait en matière de design, il était assez naturel qu'on puisse regarder cela. Hein. Mais ça, il n'a pas réussi à le faire. Est-ce qu'il était capable de dire qu'il se plantait ? Absolument. Il n'avait pas le vanté quand on est patron d'une société publique ici et là, mais il était absolument capable de faire amende honorable et de reconnaître que puisqu'on ne le faisait pas, on allait l'oublier. On n'a pas craqué fondamentalement tout ce qui est écran. On n'avait pas le supply, donc on a fait toujours de l'OEM sur les écrans. Alors on a essayé d'amener des features ici et là, mais vous voyez que ce n'est pas le cœur du business. On a eu du mal sur le monde de l'entreprise, qui clairement n'était pas sa cup of tea, mais c'est qu'avec l'arrivée de l'iPad qu'on a vraiment commencé à voir de l'iPad et du Mac dans les entreprises. Donc j'en ai pas un comme ça évident, mais on en a une petite série, bien sûr. Ouais. Et pour conclure sur ta collaboration avec Steve durant cette période qui était si particulière et si riche à l'époque, et si passionnante en ce qui me concerne à commenter, crois-tu qu'il était plus difficile de travailler sous l'ère Steve Jobs qu'aujourd'hui ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu as vu depuis quelques semaines l'actualité et la grogne de certains salariés d'Apple qui s'opposent entre autres au retour au bureau suite au confinement et qui souhaitent continuer à pouvoir télétravailler. Et plus grave, ces accusations concernant des menaces, des pressions, des harcèlements, voire de la surveillance. Toi qui a toujours quand même une oreille, des amis au sein d'Apple et que tu vois bien l'évolution d'Apple aujourd'hui, ce que tu as connu, est-ce que tu penses qu'il y a des dérives ou voilà, quel est ton sentiment ? On parle de dialogues différents. Nous étions dans la période de conquête, d'abord de survival, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse survivre, puis il fallait conquérir des marchés, lancer des produits. Aujourd'hui, ils sont un héritage et une manne qui, à l'échelle du monde, est tellement importante, avec un impact sur la vie des gens qui est différente. Donc je pense que c'est deux époques différentes. Je pense qu'il est toujours difficile de travailler chez Apple. C'est très exigeant comme entreprise parce qu'elle monopolise une grande partie de votre attention, que j'ai un respect faramineux pour toutes mes équipes qui sont là-bas encore depuis 15, 20, 25 ans, 30 ans. Quand ils me disent qu'ils en sont à leur 25e, 30e lancement de produits, moi j'ai un respect fantastique pour ces équipes-là parce que j'en aurais été incapable. J'ai voulu avoir une deuxième, une troisième vie, ce que j'ai fait avec talent et surtout avec beaucoup de bonheur. Donc en gros, ça a toujours été difficile. J'avais déjà un petit peu des soucis à l'époque, mais là, c'est tellement important, tellement gros, tellement impactant pour toute la planète qu'on pense que c'est plus difficile. Et quelquefois, j'aimerais qu'on soit un peu plus relax, mais c'est la même chose chez Amazon. Vous voyez,
En même temps, quand on a un niveau d'exigence qui est tel que celui des produits qui sont lancés, moi je pense que ça reste quand même une entreprise merveilleuse, où la plupart des gens, une très très large majorité des gens, vivent, sont heureux, viennent aussi acheter une carte de visite qui leur sert toute leur vie. Hein, rappelez-vous cela. Donc, quand on doit faire le compte à la fin de la journée, il est largement positif. Et au-delà, c'est... Mais il ne faut pas nier des vrais challenges. Hein. Et au-delà, c'est peut-être pour Tim Cook plus difficile à manager une entreprise. Ça devient un énorme paquebot, Apple, aujourd'hui, par rapport à la période de Steve. Hein. En 10 ans, il le manage incroyablement bien. Ouais. Enfin, imaginez ce qu'il a fait en 10 ans de temps, Tim. Donc, ce qu'il a fait est remarquable, mérite des gens qui sont des fans ou non de son management, tout notre respect. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Alors justement, on parlait de Tim Cook, une réaction de Tim suite justement à la grogne actuelle au sein d'Apple, notamment les fuites qui circulent ici ou là. Les personnes qui divulguent des informations confidentielles n'ont pas leur place ici. C'est assez dur comme citation de la part de Tim. Et Pascal, il faut dire que le culte du secret, c'est quelque chose de vraiment inscrit dans l'ADN d'Apple et c'est à l'origine de Steve. Soft par rapport à la réalité. Ouais. La réalité, c'est vous êtes en état de guerre permanent. Le culte du secret est fou. Et je pense qu'il participe aussi à quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mon cher Olivier, mais qui est ces rumeurs qui donnent un buzz au moment de l'explosion des médias sociaux qui est faramineuse. Donc, dans le succès d'Apple, cette volonté d'être secret dans un univers extrêmement compétitif, qui a été poussé à son extrême, mais vraiment à son extrême, avec de multiples licenciements, mais finalement c'est assez légitime. On ne peut pas être un ingénieur, travailler, avoir signé un accord de confidentialité et divulguer des choses. Mais c'est vrai que l'expression que vous, presse, médias, voyez, était très difficile à supporter. En même temps, c'est aussi une des recettes du succès d'Apple. L'équivalent en pub de ce buzz lié à des milliers de communications avant le lancement, après le lancement et sur ce qui arrive demain est faramineux. Ça participe à l'éclosion d'une marque qui est sans doute aujourd'hui dans les 3, 4, 5 marques les plus valorisées au monde. Donc, c'était un vrai savoir-faire marketing qui a été copié par nombre d'autres entreprises, je vous le rappelle. C'est pas unique. Simplement, comme on est une marque un petit peu plus iconique, vous le sentez un peu plus et c'est presque lui. Mais cette citation est extrêmement soft parce que c'était une obsession de tous les instants. Hein, et une obsession notamment, ce qui explique que le management des équipes, de tes équipes et des équipes en général d'Apple est très particulier. Déjà sous l'ère Steve Jobs, très particulière, très cloisonnée, on peut le dire. On peut travailler sur le culte du secret est vraiment au centre de tout. Hein. Oui, mais si vous étiez dans l'industrie de défense ou dans les grands projets aéronautiques ou d'automobile où on prépare une nouvelle plateforme qui va fonder le succès au nom de l'entreprise, je vous assure que le culte du secret est aussi fort. Par contre, c'est renforcé par cette logique de spécialisation. Et je crois qu'on revient à un débat qu'on a eu un peu plus tôt, c'est que la grande idée chez Apple, c'est chacun, le gars qui travaille sur la musique et qui est best in class, c'est-à-dire le meilleur de sa catégorie sur la création musicale, doit être là-dedans et ne va pas s'occuper de la caractéristique commerciale. Donc, c'est frustrant, mais cette logique de spécialisation, en fait, je raconte quand je faisais des conférences et des cours, et je vais en refaire maintenant que je suis avec vous aujourd'hui et que je repense à Apple, parce que c'est passionnant, on a créé vraiment une nation de spécialistes. Chez Apple, vous avez des gens qui sont extrêmement spécialisés. Et ça, c'est une vraie caractéristique du succès de la plupart des grandes entreprises. Comment vous attirez les meilleurs sur un domaine particulier d'expertise et comment vous les faites côtoyer de manière cohérente. C'est ça vraiment les savoir-faire organisationnels de Apple. Et toi, il disait qu'on était une holding de petites et moyennes entreprises. Ouais. Et garder avec un groupe hier de 50, 100, 150, 200 la possibilité d'avoir une unité agile est très fort. Et je crois qu'il a raison. Par exemple, le concept de la business unit, qui était le concept dominant du management avec Peter Drucker ou Welch chez General Electric, était l'exact inverse de ce qu'on faisait chez nous. Nous, on avait une transversalité via les produits, sur les fonctions qu'on pouvait mutualiser et syndicaliser, mais après, on était vraiment tous à avoir. On n'avait pas de business unit ou on n'avait pas 10 chief financial officers, c'est-à-dire des patrons financiers, des patrons de marketing, patrons de HR, par ça. Non, il fallait mutualiser ces ressources-là. Donc ce savoir-faire et ce mode d'organisation était très, très innovant au moment où l'Internet a permis un flux d'informations très fort et la révolution du transport a permis d'aller d'un moment à un autre.
Et ces petites équipes, ça allait même jusqu'à proposer à une équipe de venir s'installer à Paris, on en parlait tout à l'heure, pour travailler aux prémices de ce qu'allait être ce produit qui aujourd'hui constitue 70% de chiffre d'affaires d'Apple. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Vraiment. Donc, ça m'a permis de dire qu'on avait un deuxième centre de R&D, mais grâce à l'amitié de Jean-Marie Hulot et de Steve, Jean-Marie ne voulant pas aller vivre en Californie, ayant une forme de confiance avec les résultats de l'Europe, on a mis tout le monde place Lina. On a cloisonné les 2-3 derniers étages où étaient des équipes de développement. Et on peut dire légitimement, et ce n'est pas de la vantardise, que le iPhone doit beaucoup à un nombre réduit d'ingénieurs français et qu'il a effectivement été conçu, pas en tout, mais en partie, sur le territoire français. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que j'étais aux premières loges de cela. On a fait aussi sous cet univers-là l'Executive Briefing Center, ce qui nous permettait de faire, et moi, vous voyez, j'étais déjà dans ma fonction d'ambassadeur aux investissements étrangers, qui nous permet de faire des keynotes, vous en avez eu plusieurs, où on mettait la tour Eiffel lorsqu'on présentait les produits au global. Donc on a vraiment ça s'est vraiment passé. Mais une fois qu'on a dit ça, la centralisation était forte, parce que c'était une des raisons de l'agilité à un moment fort. Alors est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui encore? Je ne le sais pas. Je pense que c'est une vraie question managériale. On revient aux citations de Steve Jobs. Regarde, qui emmèneriez-vous dans un canot de sauvetage de 100 places maximum? C'est une citation de Steve Jobs. Tu faisais partie, Pascal, du top 100 d'Apple. Tu nous en as parlé brièvement tout à l'heure. En quoi consistaient ces réunions secrètes, on peut les appeler comme ça? C'est vraiment le cœur du réacteur d'Apple. Elles se réunissaient souvent. Comment ça se passait? Raconte-nous. C'était un pèlerinage annuel que j'ai fait pendant près de 12 ans, où on se regroupait en voyant la prochaine génération de produits. À l'avance? Ah oui, j'ai dû avoir le iPhone en 2005. Ah ouais. On n'avait rien dit. Hein. Et j'étais le seul Français avec Bertrand, qui était peut-être même pas là à cette époque-là. Ouais. Il devait être dans ce groupe-là. Et je me battais, moi, pour amener mon numéro 2, mon U3, Hugues Assemand, qui est le patron encore aujourd'hui de l'Europe. Il m'a fallu de longues années et mon départ pour m'assurer qu'il soit. On avait très peu de gens des régions, mais vraiment très très peu. C'était essentiellement de l'équipe d'engineering, très peu de marketeurs, très peu de fonctions. C'était vraiment un lieu privilégié. Et ça nous permet d'avoir une discussion à Santa Cruz, sans les eucalyptus, un endroit un petit peu remote de Cupertino à plus d'1 heure, un endroit privilégié où on vivait dans ce qui n'était pas du tout un 5 étoiles, c'était un 2-3 étoiles de très belle qualité, simple. Et ça, c'était un moment privilégié. Oui, aller au top 100, ça vous positionnait de manière complètement différente. Et tous les ingénieurs clés étaient là. Des ingénieurs qui étaient quelquefois à 4, 5, 6 niveaux. Parce que chez nous, et ça c'est très important aussi de comprendre, vous avez 2 types de citoyens. Vous avez des citoyens de première classe, qui étaient tout ce qui était lié au produit. Et vous avez des citoyens de deuxième classe, qui étaient tout ce qui était autre fonction. Et quand on allouait d'ailleurs ces fameuses actions, donc les BPSE français, eh bien on en donnait relativement un même positionnement 2 fois plus aux ingénieurs. Donc la grande idée ici était de dire, et moi j'avais du mal à exprimer cela et à recruter du talent, et exprimer pourquoi on allait donner plus de ressources aux ingénieurs. Alors que dans la plupart des grandes entreprises, on laisse souvent la recherche et développement de côté. Et vous voyez, la révolution des startups aujourd'hui met une fois encore le produit, l'acte créatif, au centre du sujet. Et ça, c'est quelque chose que Jobs avait compris avant tout le monde et qu'on mettait en pratique à l'échelle d'une organisation de plusieurs milliards, de plusieurs milliers de personnes. Donc ça, je pense, c'est aussi une très belle leçon, une très belle réflexion à avoir. Donc un endroit avec des personnes triées sur le volet où on pouvait découvrir tout et un jeu de ping-pong, c'est-à-dire qu'il y avait un échange sur... Totalement, c'était une vraie bataille. Moi, j'exprimais sur mon marché et autres, je me faisais challenger très fort. Tony Fadell, qui a joué un rôle clé, mais un rôle avec d'autres comme John Rubinstein, mais aussi évidemment Steve et autres sur l'iPod, étaient challengés. Eux, ils nous challengeaient, nous, moi, le marketeur, le vendeur, le patron, le general manager d'une grande région, de manière très forte. Et nous, on leur disait, est-ce que ces features, ces caractéristiques-là? C'était un moment rare. Ces 12-13 années, malheureusement, nombre de journalistes m'expliquaient que j'aurais dû garder mémoire de cela, mais par définition, on ne voulait pas. C'est gravé en mémoire parce que c'était un moment extrêmement important. Oui, c'était plus que simplement le off-site, le séminaire national. On allait voir le monde de demain. Et quand vous voyez, c'était Scott qui faisait ça, défiler, le premier, comme vous le faites aujourd'hui sur un écran, ça, la première fois, vous dites « waouh !» Alors qu'on était sur ces écrans à boutons Nokia
sur le BlackBerry et que vous voyez qu'on maîtrise parfaitement cela, vous savez que vous êtes sur quelque chose de très très puissant. Très très puissant. Quand on regarde la première feature du FaceTime et qu'on met derrière la pub bien tournée, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si tu te souviens, on raconte nos souvenirs communs. Hein. Quand Steve a présenté l'iPhone en 2007, tu n'avais pas le droit de parler à la presse et tu m'as dit tu vas vivre un moment exceptionnel. Ouais. Et là, il faut que vous le regardiez parce que c'est rarement qu'il a fait. Il a répété 3 fois. Il disait que c'était à la fois un iPod, que c'était à la fois un iPhone et que c'était à la fois le nouveau Internet Explorer. Et he's repeating it. Et là, à ce moment-là, moi, je suis sensible à ça. Et c'est pour ça que j'ai sans doute adoré, aimé, et que j'en parle encore avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Vous voyez, on était en train de faire... Alors, j'avais aucune notion sur le fait que vous alliez avoir 1 milliard d'iPhone aujourd'hui, 3 milliards de phones, mais on savait qu'on était sur quelque chose de rare. Et c'est vrai sur le premier iPod aussi. C'est vrai sur l'iPad. L'iPad, c'était tout ce dont on a rêvé quand on a regardé le Newton. Et moi qui avais été homme produit pendant 5-10 années chez Packard Bell et avant, c'était vraiment a dream comes true. Tu parlais des keynotes à l'instant, habile transition, petite citation de Steve. On moquait un petit peu Steve à l'époque de ses huge et ses amazing à tirer la rigole lors des keynotes, mais c'était vraiment des moments, des vrais shows. C'était un vrai bonheur de suivre les keynotes de Steve à l'époque. Quelle keynote, s'il y en avait une ou deux à sortir du lot? Celle-là. Celle de l'iPhone? Celle-là. Celle de l'iPhone est absolument faramineuse parce que c'est celle qui intègre tellement de savoir-faire. Parce que derrière, c'est aussi le software, le go-to-market. Donc c'était... Et puis dans ces keynotes, on vous montrait aussi, par exemple, les nouveaux Apple Store qu'on faisait, qui était une façon de montrer la marque au reste du monde. Donc, mais cette keynote-là est particulièrement importante. Avec une déception, c'est que le 2G arrive derrière, je vous rappelle. Donc, je suis janvier 2007, je suis en juin. Qu'on a loupé le 3G, mais suffisamment un succès d'estime pour que très vite avec le 3G, on explose totalement en termes de supply. L'App Store qui est arrivé derrière, qui a été aussi un grand succès. Au-delà, tu en parlais brièvement, mais on va juste dire un mot parce qu'on prend du retard. Autour de ces keynotes, c'est devenu une institution dans la tech, les keynotes qu'a instauré Steve. Tout le monde a copié. Et tout le monde a copié, mais surtout toute l'industrie a copié. Il a inventé vraiment un nouveau canal de communication aujourd'hui. Je me rappelle que mon ami Xavier Niel lançait Free. Il s'habillait comme Steve, il copiait Steve, il montrait Steve. Et il le dit d'ailleurs, il le dit avec son humour et cette distanciation qui est propre à Xavier. Mais tout le monde fait ça, tout le monde. Et même l'automobile a réinventé la façon de lancer ses produits, l'industrie du luxe, l'industrie pharma, parce qu'on a vraiment innové. Le keynote était un moment important. Mais il correspond à une époque où tout devient média, quoi. Je me souviens qu'on avait fait une émission avec Xavier il y a quelques années, et il était toujours habillé pareil, comme Steve, il avait son uniforme. Lui, c'est la chemise blanche et le jean. Et mon ami Emmanuel Paquette de l'Express, je lui dis, mais vous vous inspirez de Steve Jobs pour vos tenues? Il dit absolument pas. Et en fait, j'étais à côté de lui puisqu'on filmait. Je disais au caméraman, regarde. Et à côté, il y a une pile de chemises blanches sous blister qui était prêt à être mis quand un journaliste arrive. Mais bon, passons. Juste un mot pour conclure sur les keynotes. Pour nous, c'était un moment privilégié parce qu'on pouvait enfin voir ce qu'on décrivait comme le champ de distorsion de la réalité propre à Steve Jobs. C'était vraiment ça, cette manière... Tu parlais de vendeur tout à l'heure, c'était un incroyable vendeur, ce garçon. Non, bien sûr, bien sûr. Il nous aurait vendu mais finalement, oui, ça c'est très français. Moi, je revendique aujourd'hui encore d'être vendeur, tous les jours. Parce que je pense que dans le langage et dans l'inconscient collectif français et européen, être vendeur, c'est presque une tare. Dans l'univers anglo-saxon, et c'est ce que j'ai beaucoup appris d'eux et respecté, c'est que quand vous êtes vendeur et bon vendeur, vous maîtrisez votre produit. Et pour maîtriser vos produits, il faut avoir beaucoup de profondeur sur chacun des arguments. Et quand vous regardez aujourd'hui nos hommes politiques ou nos entrepreneurs, savoir pitcher, ça fait partie du b.a.-ba. Et c'est fondamental. Mais ce n'est pas simplement bien s'exprimer, savoir monitorer et capter une audience. C'est savoir et maîtriser les mots et essayer de comprendre le problème ou l'opportunité qu'on adresse et pouvoir l'illustrer de manière très concrète. Donc, c'est un savoir-faire essentiel. Et il faut d'ailleurs, et je suis tellement heureux avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs en France, qu'on a beaucoup appris de cela. Donc si Steve a changé les règles, mais a aussi permis à un monde différent d'accéder à cela. Et on a une belle illustration ici au Village by CA, on va en parler dans un instant. On approche tout doucement de la conclusion de cette émission, mais on va aborder un chapitre important, celui des duos magiques. Alors moi, en tant que spectateur, pas acteur, pour moi, il y a eu 2 duos magiques au sein d'Apple que tu as bien connus. Le premier, c'était celui de Steve et de Johnny, Steve Jobs et Johnny Ive.
c'était un duo un peu à part. C'est rare qu'un chef d'entreprise accorde autant de liberté à un designer pour le nommer vice-président, pour lui donner autant de pouvoir. Regarde ces citations de Steve Jobs à propos de Johnny Ive. Il a plus de pouvoir décisionnel que tous les autres cadres de l'entreprise. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire ou pas. Je voulais qu'il ait cette liberté. J'ai jamais vu, moi, personnellement, mais je dis peut-être une bêtise, un CEO accorder autant d'importance à un designer et au design dans son entreprise, à part une marque de luxe. On revient à une des caractéristiques managériales de Steve. On pouvait lui reprocher d'être quelquefois extrêmement agressif, si je peux dire. On pouvait lui reprocher de ne pas suivre les canons classiques du management, mais il avait surtout compris que l'essentiel, c'était de faire grandir les gens. Et avec Johnny, qu'il a récupéré là en 97-98, au moment où il est arrivé, qui venait de son Angleterre natale et qui faisait partie des designers, j'ai juste compris quelqu'un qui était particulièrement doué. Et il faut donner beaucoup de crédit à Johnny, mais il faut aussi comprendre que c'est le duo. C'est le dialogue conflictuel, mais constructif, entre l'homme produit et le designer qui a fait Apple. Et donc, je crois que, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter là-dessus, mais je crois que c'était le savoir-faire de Steve sur le design de donner cet espace-là. Et c'est beaucoup plus que le design. Parce que le design n'est possible qu'en fonction des éléments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est parce qu'on a maîtrisé un certain nombre de nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs, de nouvelles chimies, qu'on a pu faire les Macs qui sont ici, anodisés avec de l'aluminium, qu'on a pu travailler sur des matériaux qu'on a complètement innovés. Donc c'est un travail aussi d'équipe au global, avec chacun mène sa pierre à l'édifice. Et le designer essaye de synthétiser tout cela. Et dernière chose, ce que j'ai aussi appris avec Steve là-dessus, c'est qu'en gros, nombre des patrons de ce Eurostock 250 ne comprennent plus à combien la communication, le design, le paraître est la sœur jumelle de l'être. C'est Yering qui disait ça, mais c'était surtout la volonté qu'en gros, quand on s'exprime devant ses clients, finalement, on amène avec soi l'ensemble de son équipe. Et ça, trop souvent, notamment en Europe, on l'a négligé. Donc il faut trouver ce juste équilibre en ne pas être un battleur, mais la communication, la façon de s'exprimer. C'est pour ça qu'on a maîtrisé notre communication sur nos stores. Tout ce qui sortait et qui touchait les yeux du client était revu et corrigé par Steve. Tout. Et millimétré. Tout. Et moi, modestement, dans ma région de 120 pays, j'avais une obsession à la faveur de nombreux voyages de faire la même chose. Et ça, c'est le logique aussi qui est de dire le management doit aller 3 niveaux au-dessus. Vous voyez, je m'amuse encore de dire il faut avoir l'hélicoptère view et être... Non, pas du tout. Le management d'aujourd'hui doit toujours leader, par exemple, rentrer dans le détail du détail once a while, par sampling, c'est-à-dire par échantillonnage. Et s'il fait ça, il saura montrer la voie et vraiment comprendre ce qu'est l'entreprise. Alors, autre duo magique, bien sûr, c'est celui avec Tim Cook. Nous, en tant qu'observateurs, on n'avait pas conscience, parce qu'on n'était pas au cœur du réacteur comme toi, mais l'importance qu'avait pris Tim Cook au sein d'Apple avant le départ de Steve était phénoménale. Regarde ces citations de Steve qu'on a volées dans sa biographie. Tim Cook prenait des décisions au plus haut niveau, ce qui me déchargeait de tout, d'un tas de problèmes. On a l'impression que Tim était aux manettes bien en amont du passation de pouvoir et qu'il laissait plus de liberté à Steve parce qu'il avait moins de temps, il était fatigué, il était amoindri par la maladie et vraiment se concentrer sur ce qu'il aimait, à savoir la conception des Mais rappelez-vous, c'est un modèle de transition. À cause de sa première absence, 2005-2006, Tim a dû prendre des rênes. Compte tenu de son caractère, absolument. Compte tenu de son caractère, son mode opératoire, il avait compris que ce n'est pas lui le patron ultime. Il y avait un tel respect aussi pour l'homme produit, peut-être le génie que représentait Steve Jobs, que ce n'était pas le propos. Et donc il a passé 4, 5, 6 années là à prendre ses décisions jusqu'au décès de Steve le 5 octobre et 3, 6, 9 mois avant, où il a dit à un moment donné je ne peux plus prendre et gérer cette société, je laisse Tim le soin de le faire. Donc tout ça pour vous dire que c'était une transition orchestrée avec quelqu'un qui a des valeurs humaines extrêmement fortes, Tim, qui a un mode opératoire que les gens peuvent apprécier, moins apprécier. On lui a reproché son manque de charisme et autres. Mais peut-être qu'il n'y a pas une seule façon d'être charismatique, il n'y a pas une seule façon de démontrer un leadership. Et que finalement, son métier à lui, c'est avoir été de prendre l'héritage, de bien le comprendre de manière intime, de continuer à le faire perdurer au-delà des chiffres astronomiques qui, évidemment, sont ceux que la presse montre ici-là, justement, parce que ce qu'il a fait est exceptionnel. Ouais. Donc, un duo rare, unique, fait de beaucoup de respect. Puis, c'était 2 compétences différentes.
Vous voyez, l'un venait de la logistique parce que c'est sympa de faire l'iPhone, mais quand il faut en faire 100, 200, 300 millions, il faut aller chercher les suppliers, il faut aller chercher les matériaux, il faut négocier les contrats. Aujourd'hui. Donc, le succès d'une entreprise, c'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, vous iconisez tout Steve, mais il y avait tellement de gens autour qui réussissaient à avoir ce succès. Pour autant, Steve Jobs n'était pas qu'un homme passionné de produits, hein, c'était aussi un businessman. On a une question à ce sujet, regarde, de notre ami Cédric Ingrand. Salut Olivier et bonjour Pascal, pour qui j'ai une question que j'ai finalement assez peu entendue jusque-là. À chaque fois qu'on parle de Steve Jobs, on parle de son amour du produit, de son obsession autour de la qualité, de son instinct en termes de design, de fonctionnalité. Et finalement, on parle assez peu de business. Je voulais savoir si Jobs était aussi intéressé par les chiffres de la société, par les ventes d'Apple, par le business au jour le jour, qu'il l'était par les produits. Comment ça se passait une business review avec Steve Jobs ? Très bonne question parce qu'en fait, Steve se préoccupait peut-être pas au day-to-day des chiffres, mais je peux vous assurer que sur le go-to-market et la façon de trouver un business model qui soit le bon, il était obsessionné par le sujet. L'exemple de ce qu'on a fait sur le iPhone, où il avait l'arrogance du créateur qui pensait que son téléphone était tellement bon qu'il devait avoir un positionnement, un placement unique. Et donc, rappelez-vous, c'était des négociations intensive avec une exclusivité. Monsieur Orange, je vous donne ce téléphone sous réserve qu'en échange de l'exclusivité que vous avez de vendre mon produit, vous me donniez une exclusivité sur la publicité. Okay, et donc, ça, il s'intéressait totalement à cela. Et il mettait son veto sur tout ce qui ne regardait pas ça. Rappelez-vous quand même que les stores, il m'en a parlé lorsque je suis arrivé en 2000, parce que le moment de l'histoire où on était, c'était les Getaway Stores. C'était donc Dell, le modèle dominant, avec du fax phone qui faisait des affreuses boîtes grises sur Windows, pas très intéressantes. Elles faisaient le job, elles utilisaient de l'Excel, du Word. Mais derrière, vous avez Gateway qui avait essayé d'animer un petit peu les choses en mettant dans ce qu'on appelle les banlieues des magasins qui étaient un petit peu rock'n'roll et cowboy, avec la métaphore du Middle West, le cheval qui était dedans. Et nous, on est arrivés en faisant l'exact inverse. Et ça, c'est dans mon entretien à la fois de Hawaï et après avec Steve, on est allé dans les centres commerciaux. C'est-à-dire là, on vendait du Victoria's Secret, pour ceux qui savent ce que c'est, mais aussi les meilleurs produits LVMH et autres, on allait mettre un Apple Store. Et ça, c'est Steve. Donc, absolument, c'était un businessman qui s'intéressait aux produits, mais ça venait toujours aux produits. C'est-à-dire, c'était la façon dont il présentait les produits au client final, mais il avait un modus operandi qui faisait qu'en gros, il avait un droit de veto clair là-dessus. On ne pouvait rien faire qu'il n'accorde pas. Moi, j'ai développé, vraiment, c'était un de mes bébés avec mes équipes, le Apple Premium Resellers. J'ai dû lui expliquer par A plus B comment, alors qu'il ne me donnait toujours pas les Apple Store sur le continent européen, puisqu'il déployait d'abord aux États-Unis, j'allais pouvoir créer des revendeurs qui allaient respecter les canons de la marque. Ça, c'était une de mes grandes batailles gagnées, et le succès, ça a été qu'on les a déployés de par le monde, incluant la Chine. Oui, c'est un formidable accélérateur de la croissance d'Apple. Autre question, cette fois-ci encore de regard de Damien Douani. Est-ce que Steve avait fait de Scott Forstall son dauphin plus ou moins officiel ? Et est-ce que le plantage de plans n'a pas contrecarré cela ? Alors Scott Forstall, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, on l'appelait le mini-Steve, hein, nous les journalistes. C'est vrai qu'il singeait beaucoup Steve, il était brillantissime ce garçon, c'est le papa d'iOS, l'un des papas d'iOS, et le papa de plans, et ça lui a coûté assez cher. J'ai le plus grand respect de Scott, je pense que c'est une vraie perte pour Apple. J'étais très déçu qu'il s'en aille. Il pouvait mimiquer, mais il était jeune encore, il devait avoir 15-20 ans. Apple serait aujourd'hui bien plus fort si Scott Forstall serait encore là. Ils sont très forts, mais ils seront encore plus forts avec Scott Forstall. Donc c'est une vraie perte. Et je pense que Federighi, qui a repris le job derrière, qui est aussi remarquable, il y a que pour faire ce qu'ils ont fait, il n'y a que des gens remarquables. Notre management team était second to none. Mais Scott est une vraie perte. Et il n'a jamais été présenté comme le successeur en quoi que ce soit, mais clairement, il y avait dans ses mains beaucoup du succès d'Apple. Allez, on va aborder l'un des tout derniers chapitres de cette mission, le plus difficile, le chapitre de la maladie. Une citation de Steve Jobs. Regarde, il y a un an environ, c'était en 2005, il s'adressait à l'université de Stanford. Souviens-toi de ce fameux discours de Steve Jobs. Il y a un an environ, on découvrait que j'avais un cancer. J'étais journaliste. Quand l'info est tombée, ça a été un coup de massue. Comment comment tes équipes ont appris le cancer de Steve Jobs ? Parce que
il faut se rappeler qu'à l'époque, il était tellement au centre de l'entreprise que sans lui, on imaginait que l'entreprise allait s'arrêter. Comment tu as appris la nouvelle, tu t'en souviens, et comment tu as géré ça en interne? La réalité, c'est que j'ai une aptitude rare à ne pas me rappeler des mauvaises nouvelles, mais vraiment. Et donc, je ne sais plus comment je me suis rappelé de ces mauvaises nouvelles, mais ça a été managé de manière très secrète. J'ai eu aucune information privilégiée, comme la plupart du top 100. Cancer, voilà ce qui se passe, et tout de suite, crisis, parce qu'on est une société publique. Bien oui. Donc ça allait très vite. Donc j'ai rien de très particulièrement intéressant à vous dire. Ce que je sais, c'est que jusqu'à très tard, c'est-à-dire 2008, 2009, 2010, 2010, il est mort en 11, quand on allait dans les top 100, tous nous, là, les quelques-uns qui étions là, on avait du mal à penser, alors même qu'il faisait plus que 50 kilos, qu'il puisse disparaître. Et que le choc que j'ai eu alors que j'étais devant ces bureaux à l'étage de One Infinite Loop le 5 octobre par pur hasard, puisque je venais là pour présenter le plan d'après. Notre année fiscale 2011, l'année fiscale finissait le 30 septembre. Je suis allé fermer sa porte, je suis allé voir Steve et Tim, et on est sorti de Infinite Loop. Là, j'ai compris un petit peu la saga Apple et la saga C, parce qu'à l'intérieur, comme on vivait avec lui, qu'on avait des relations... oui, là, il était déjà parti depuis quelque temps. On ne s'en rendait pas compte de ce qui s'est passé après. 3-4 jours de folie dans les médias, le bouquin d'Isaac Sand derrière. On est sorti de là, il y avait des candles, c'est-à-dire des bougies partout. Les camions TV, CNBC, CNN, qui avaient vraiment envahi le campus. Et là, on a compris que, waouh, il se passait quelque chose. C'était pour tous les employés d'Apple. On a compris cela avec les discours et autres. Donc tout ça pour dire qu'en gros, ça a été managé comme on doit l'être dans une société publique. Et que, en gros, on l'a plutôt bien managé, puisque je vous rappelle que, il a eu un cancer, mais il est revenu, il a été vraiment opérationnel, qu'il a lancé définitivement le iPhone et le iPad. Le iPad, c'est janvier 2010, c'est-à-dire 1 an et 6 mois avant son décès. Et moi, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il faisait une keynote 2 mois avant sa mort. Souviens-toi de la WWDC en 2011. Il était encore sur scène. Oui. Seulement 2 mois avant son Juin décès. 2011. Mais quelques jours après, il disait effectivement je passe. Oui, regarde, on a cette citation qu'on aurait préféré publier, mais elle est arrivée. J'ai toujours dit, regarde, que s'il arrivait un jour que je ne puisse plus remplir mes obligations, ni satisfaire à mes attentes en tant que dirigeant d'Apple, je serais le premier à vous le faire savoir. Malheureusement, le jour est arrivé, donc nous étions en fin août, je crois, 2011, et quelques semaines avant sa mort. Moi, il y a une autre citation qui m'a sidéré à titre personnel en lisant la biographie de Walter Isaacson, et vu qu'elle a été patentée par la famille Jobs, on peut penser que l'histoire est vraie. C'est cette citation de Lauren Powell Jobs, l'épouse de Steve Jobs, moi, qui m'a sidéré. C'est que le problème, c'est que Steve Jobs ne voulait pas vraiment qu'on l'opère. C'est difficile de forcer quelqu'un à cela. C'est-à-dire qu'on a découvert dans la bio de Steve qu'il a attendu 1 an avant de se faire traiter de son cancer du pancréas. Et on se dit, quand tu décris une personne aussi brillante, aussi intelligente, aussi construite, aussi qui planifie tout sur le temps, comment on peut tordre la réalité, c'est le champ de distorsion de la réalité jusqu'à ce point-là. Parce que, évidemment, 1 an pour un cancer du pancréas, ça a eu des répercussions terribles, tu le penses bien. Comment tu peux expliquer ça ? Je ne l'explique pas, mais je pense que vous et moi, on est confrontés tous les jours à cette maladie du cancer, qu'il y a une telle zone d'ombre et d'incertitude et de non-dit qu'il faut être très prudent sur ce qu'il dit. Je pense qu'il a été très bien soigné, qu'il a vraiment recouru à tout ce qu'il pouvait faire. Et je ne sais pas si l'opération, et je suis devenu depuis quelque temps un vrai spécialiste du cancer, quelque part, que l'opération eut tout résolu. Donc il faut être un petit peu prudent sur le sujet. Et je ne pense pas que c'est la distorsion de réalité. Je vous rappelle quand même qu'au contraire, on peut être admiratif du fait que de 2005 à 2011, 6 années, sur un cancer où normalement on allait beaucoup plus vite, il a réussi à gérer cela. Donc peut-être que c'est le verre à moitié vide et à moitié plein qu'il faut prendre comme métaphore. Voilà, et malheureusement, le 5 octobre 2011 est arrivé. Citation de Tim Cook. Le jour de sa mort a été le jour le plus triste de ma vie. Tu étais à ses côtés ce jour-là. Tu l'as brièvement dévoilé tout à l'heure. Ça a été un moment incroyable. Et j'ai l'impression que, et Tim l'a raconté par ailleurs dans des interviews, que pendant quelques semaines, quelques mois, c'est toute l'entreprise qui était un petit peu en deuil. Et un peu, voilà, on a attendu plusieurs mois avant qu'elle puisse vraiment réagir, aller de l'avant. Oui, parce que quand vous venez d'une société que Tim et moi, on a rencontrée à 5 milliards, sans profit,
vu comme étant le perdant. On nous reprochait notre part de marché. Et que va être une histoire avec des milliers de gens, en impactant la vie de gens, de millions, voire de centaines de millions de gens, vous voyez une telle histoire que lorsque vous avez la figure iconique qui est là au milieu et qui vous disparaît dans des situations aussi tragiques, c'est comme quand on part un président Kennedy aux States ou Yitzhak Rabin en Israël, ça fait un vide extrêmement important. En même temps, ça donne une force intérieure extrêmement forte avec la volonté de prolonger la legacy, c'est-à-dire l'héritage. Et je crois que ce décès est aussi un des ressorts du succès de Apple sur les 10 années qui ont suivi et qui continueront à mon sens longtemps. Parce qu'en l'occurrence, vous savez, quand on travaille avec les startups et les entrepreneurs, on parle toujours du why. Et là, on a un why particulier. Il y a le why qui est de continuer à surprise and delight ses clients, c'est-à-dire surprendre, rendre heureux ses clients, mais c'est aussi une sorte d'héritage et le faire un petit peu pour Steve. Donc je crois que c'est ça qui est en cause. Alors regarde, justement, à propos du décès de Steve Jobs, on a une question de notre chroniqueur Laurent Pantalach. Bonjour Pascal. Beaucoup de personnes ont théorisé Steve Jobs sur le tard, un peu comme le font des historiens sans interaction directe avec le sujet. Vous avez la chance de l'avoir connu, d'avoir travaillé avec lui, d'avoir interagi avec lui, et votre jugement sera forcément plus précis, plus juste. Ma question porte sur la construction du mythe Steve Jobs survenu au cours des 10 dernières années. Est-ce que sa mort prématurée n'a pas accru le caractère mythique du personnage, tel que ça a été le cas pour des acteurs comme James Dean, Marilyn Monroe, Bruce Lee, ou encore Elvis Presley, ou dans le domaine des arts, Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat? Laurent, je crois que vous avez totalement raison, parce qu'on est vraiment dans une logique où, rappelez-vous, il crée très jeune. Il est millionnaire à 21, 22 ans. Il est viré de sa société par un vendeur d'eau sucrée. Je vous le rappelle. À quel âge? 25 ans. 25 ans. Il a une sorte de traversée des déserts, pas totale, de 10 années. Il revient et il rebâtit la plus belle entreprise ou aventure entrepreneuriale de cette fin de 20e, début du 21e siècle. Et au milieu de cela, il a un cancer, il tient en alerte son audience pendant 5-6 ans et il disparaît près de la force de l'âge à 56 ans, en laissant un produit qui est maintenant dans les mains de milliers de gens. Donc c'est un scénario que même Hollywood n'aurait pas pu rêver ou mieux écrire. C'est comme si c'est un scénario digne du dernier James Bond, où on pense tout, alors que là, rien n'était pensé. Donc je pense que le mythe Steve Jobs, et c'est ce que je vous expliquais, nous qui vivons à l'intérieur, on était très fiers, très respectueux de cela. Mais quand on sort, et que vous aviez ces milliers de bougies, ces reportages aux 4 coins du monde, moi qui m'occupais d'une région comme par exemple l'Iran ou le Kazakhstan, et que je vais à Almaty, je crois que j'y suis allé à cette époque-là, et que je vois Isaacson en Arabie Saoudite, pas totalement ouvert comme pays, qu'on voit Isaacson sur les devantures, waouh, le vrai mythe est là. Donc oui, Laurent a raison quand il exprime cela, c'est d'ailleurs bien vu, mais en même temps l'histoire est extraordinaire parce qu'elle continue de durer. Et c'est ça qui est important, elle continue de durer et elle a surtout créé des milliers d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, elle inspire encore, j'espère, une partie de l'audience, les entrepreneurs que je vois tous les jours, moi, dans mon métier d'investisseur, les entrepreneurs de par le monde, et avec un vrai sens esthétique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit beau et que ça participe un petit peu à un meilleur monde. Hein, parce que c'est vraiment ce qu'il y avait chez Apple. Hein. Allez, on ne pouvait pas consacrer une émission à toi et à Steve sans conclure par un One More Thing, bien sûr. D'abord des questions Twitter, regarde, pêle-mêle, celle de Damien, ouais, tout hasard si tu en as encore dans ton album de souvenirs. Bonjour Pascal, pas de questions, mais connaître une anecdote ou deux inoubliables selon lui, merci, je ne sais pas si tu en as encore en mémoire, qu'est-ce qui te vient? On a dit beaucoup de choses, mais l'anecdote c'est que j'ai essayé 3 fois de lui donner allez, je vais vous dire une bêtise, je l'amène au Parc Hyatt, où j'ai passé beaucoup de temps, qui était au de la Paix, il rentre dans l'hôtel, il smell it, c'est-à-dire qu'il sent, dit c'est pas fait pour moi, il est retourné et est revenu au Mont-Alembert. Alors qu'il me demandait, Pascal, mais bien on devrait changer d'hôtel, parce qu'on avait un problème d'espace quand on venait. Donc ça c'était Steve aussi, c'est-à-dire qu'il était opinionated très très rapide. Quand je lui parlais, il voulait me parler de produits, il me parlait de quelques maisons et de l'art déco et l'art nouveau, ou de Michael Frank en France. Donc c'était quelqu'un de cultivé qui aimait vraiment le beau et qui avait un respect fort sur le pays.
voilà 2-3 anecdotes, mais j'en ai évidemment plein d'autres. Autre question Twitter, regarde, d'Alexandre72 qui était plus destiné à bonjour à toute l'équipe, bonjour Monsieur Cagny. Quelle a été votre plus grande fierté et ou déception au sein de la société Apple? Encore merci à On refait le Mac pour toutes ces années à nous régaler. Merci de nous suivre. Moi, ma fierté, c'est finalement ça c'est une fierté de manager, c'est d'avoir laissé une équipe de management qui est toujours en place, composée d'une vaste majorité de Français, et d'avoir démontré que les Français, malgré le French bashing, post 9/11, c'est-à-dire le 11 septembre, ont un talent fou. Alors là, je reprends un petit peu mon petit drapeau français d'ambassadeur aux investissements étrangers et autres, mais je le fais avec beaucoup de passion parce que je pense qu'il faut dans ce pays qui a comme caractéristique unique l'autovalorisation, moi qui ai passé 30 ans en Californie à voir des gens qui font des choses extraordinaires, qu'on reconnaisse qu'il y a un moment unique de l'histoire auquel vous participez, je participe, qui est celui de ces 10 dernières années et qui va encore fonder les 10 années prochaines. Donc il faut absolument qu'on puisse se dire que là, on a une entreprise qui a impacté son époque. Au-delà du produit que vous utilisez, de son sens du design, de la facilité d'utilisation, c'est beaucoup plus profond comme marque. Et sachez que, par exemple, lorsqu'ils montrent la voie pour créer un Apple totalement décarboné en 2025-2030, je crois qu'ils ne sont pas simplement à surfer sur la vague de l'écologie qui est tellement nécessaire, c'est qu'ils vont vraiment montrer. C'est leur responsabilité sociétale au global. Alors, tu t'adresses aujourd'hui au futur Steve Jobs de demain. Il a permis, en tout cas, Steve, un formidable engouement chez les plus jeunes, notamment en France, qui sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que jadis à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Regarde, on a une question qui était destinée de Fabrice Marcella, qui est le maire de Village Baïséa, qui nous accueille et qui accueille notre studio. Bonjour Pascal, la question que je souhaitais vous poser, c'était de savoir comment Steve Jobs avait inspiré une génération d'entrepreneurs. À bientôt. Il les a inspirés simplement par le succès matériel, le succès surtout qui est l'aura et le respect qu'il a inspiré, et puis il les a inspirés aussi parce qu'il disait si je me plante, excusez-moi du terme, si je n'y arrive pas, je peux recommencer. Donc, et ça c'est très 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 important, cette aptitude à essayer, vous ne regretterez jamais d'avoir risqué. Et si vous vous plantez, vous avez une chance et une deuxième chance de réussir. Et Steve, c'est l'incarnation même de cela. Et c'est la raison pour laquelle, toi, parlons de toi maintenant, Pascal, qui t'a conduit, qui t'a mené à fonder ton fonds Sec Adventure, cette volonté de transmettre aussi et de propager tout ce que tu avais appris au sein d'Apple. En bon français, qui avait une culture plutôt littéraire et d'humanité, comme on dit en France et aux États-Unis, je n'ai jamais conçu d'avoir une seule vie. Oui, l'emploi à vie, ce n'était pas le propos et je suis très respectueux de ceux qui arrivent. Et donc, quand à 50 ans, j'ai décidé de quitter Apple, il était presque évident qu'il fallait se mettre à l'investissement. J'avais les ressources pour le faire, j'avais l'envie de le faire. J'ai fait quelques conseils d'administration ici et là, en me rendant compte que finalement, j'allais avoir plus d'impact dans la microéconomie, même si ce que je fais depuis 2007 dans mon rôle d'ambassadeur sert la macroéconomie et ma nation globale. Donc, tout ça pour dire que oui, je crois que l'idée de la transmission, même si je suis beaucoup trop jeune pour me préoccuper de cela, parce qu'on a encore 20-30 années merveilleuses devant nous, est extrêmement importante. Et il faut investir sur les entrepreneurs, partager cette expérience, et on a avec C4 plus de 40 investissements, on a structuré cela selon les règles de la loi avec un enregistrement à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et on a un plaisir de tous les jours, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus sympa? Moi, ce qui me réjouit tous les jours, c'est de voir des entreprises. Je suis venu au Crédit Agricole, on en a vu une au village du Crédit Agricole plus tôt, c'est rencontré, c'était en l'occurrence Arfanglin, qui, à 45 ans, deux personnes qui étaient de l'armée décident d'être entrepreneurs. Et puis d'avoir vu aussi d'autres entrepreneurs. C'est ça, cet acte créatif et le fait que le modèle dominant, le rôle, l'icône, est aujourd'hui à la portée de tout le monde est très important. Donc moi, c'est mon focus complet. Et je vais continuer à le faire. Et je suis même qu'au début de cette aventure-là. On est au 2e fonds et on créera un 3e fonds bientôt. Et un flair aussi pour détecter quelques pépites. Tu peux nous citer quelques noms plutôt grand public dans la tech dans laquelle tu as investi. Je pense notamment à Netatmo, pour ne pas la nommer. Il y en a d'autres. Hein. Un entrepreneur exceptionnel, lui aussi qui est assez difficile à gérer, mais pour lequel j'ai le plus grand respect. Netatmo en France. On a aussi fait avec Eric Harel quelque chose d'exceptionnel avec Zoov, qui est aujourd'hui dans la plateforme Smoove. C'est S-M-O-O-V-E, c'est un peu compliqué, mais c'est superbe. Donc ça, c'est des vélos rares, uniques. On vient d'investir en France aussi avec Juste Mondi, exceptionnel entrepreneur sur une place de marché. Et puis,
À cause de ma position, je vais surtout et essentiellement aussi à l'étranger, même si on voit beaucoup de dossiers français, on va en faire de plus en plus. Et là, j'ai vu des entrepreneurs exceptionnels. Par exemple, on nous parlait du 3D printing, ce qu'on a fait avec Formlabs, que j'ai identifié avec mes équipes très tôt, avec mes partenaires, est une histoire merveilleuse. C'est donc l'informatique, c'est le 3D, le 3D printing. Imprimante 3D, oui. Imprimante 3D, j'y arrive, malheureusement, excusez-moi encore mon franglais. Ce qu'on fait avec VIA et Rare et Unique, une nouvelle génération de processeurs. On avait le CPU, le GPU, maintenant on fait le IPU, qui est avec GraphCore, juste de l'autre côté là, de la Manche, est un vrai succès puisqu'on les a détectés par unique. PSI Quantum sur le quantique. Enfin bref, je peux vous en parler encore et toujours. Puis ce qui me ravit, c'est mon FT 120. Mon X40, le Green 30, le fait que Biolabs, qui a plus de 20 labos, vient s'installer en Europe avant tout le monde sur le parvis de l'Hôtel de Dieu. Voir mes ministres qui sont enthousiasmés par ce qui se passe. Ouais. Et savoir qu'on crée des jobs, qui est quand même, pour ma génération et la tienne, mon cher Olivier, le fait que pendant 30 ans de notre existence, nous avons eu ces 10, 11, 12% de chômage effectif. Une personne sur 5, vous croisiez en France, était au chômage. Et là, on est à 8%. Grâce à une vraie politique gouvernementale pro-business et grâce à la création d'emplois qu'on est en train de faire dans la French Tech. Donc j'y crois. Et le luxe, c'est toujours un domaine qui t'intéresse? On me saute dans l'oreillette, le luxe. Le luxe, mais surtout l'art de la main. Oui, absolument, je suis obsédé par ça. Je pense qu'on devrait avoir une vraie souveraineté, non pas nationale ou numérique, mais une souveraineté patrimoniale. Ce pays s'est bâti sur 2000 ans d'histoire et des siècles d'histoire, on a su faire des choses avec sa main. Donc il faut travailler notamment sur les arts de la table, si c'est ce à quoi vous intéressez. Donnez-moi le temps et j'y arriverai. C'est là, au coin de la rue. Bien, c'est pas très loin d'ici. Ça s'appelle Baccarat notamment. Allez, une citation de Steve Jobs pour les futurs entrepreneurs de demain. Regarde ce qu'il disait à l'époque. Je déteste les gens qui se disent entrepreneurs quand leur unique objectif est de monter une start-up pour la revendre ou la passer en bourse afin d'engranger de l'argent et passer à autre chose. Ils n'ont pas la volonté de bâtir une véritable société. Il faut éviter tout jugement actif. Quelquefois, il est préférable de reconnaître qu'on est arrivé à son plafond de verre et de passer la main. C'est rare. Et c'est vrai qu'il est facile d'avoir beaucoup de respect pour les gens qui veulent rester toujours et encore là. Mais il faut être prudent. Quelquefois, il faut reconnaître qu'elle a fait son bout de chemin et qu'il est mieux de les pousser là. Mais je pense que c'est bien qu'on ait beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs qui veuillent s'approprier ce terme. Je vous rappelle que c'était un terme qui a été créé en France, qui est d'origine française. Et il est bien qu'on remette maintenant, qu'on ait une cohérence entre les mots et l'exercice. Hein. Et puis 2017, pour conclure cette émission, tu as été donc nommé président de l'agence Business France, ambassadeur délégué aux investissements internationaux par le président de la République et Emmanuel Macron. On en est où aujourd'hui? Est-ce que la France, tu disais tout à l'heure qu'il y avait encore parfois du French bashing, est-ce qu'elle attire de plus en plus d'investisseurs? J'ai eu le privilège de vivre une expérience rare, unique dans une existence. Il était un petit peu naturel qu'on puisse redonner. Et ce n'est pas simplement de la philanthropie et autres. Et pour moi, il est devenu naturel de pouvoir mettre un Français qui vivait à Londres, qui rentre en France et qui supporte la politique d'un gouvernement qui est extrêmement pro-entrepreneur, très très jeune. Et donc, ce que je peux faire en étant la crédibilité de quelqu'un qui était quand même dans la plus belle entreprise aventurière du XXIe siècle, de le mettre à disposition de cette nation. Et donc, ce qu'on fait là est merveilleux. Et sachez que je dois être sans doute très chanceux. Mais pour la deuxième année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Pendant 2 décennies, Olivier, les Anglais étaient devant nous. Depuis 2 décennies, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le classement Ernst & Young qui est annuel, on est là. Il faut qu'on continue à se battre, à se réformer, à faire en sorte que la digitalisation soit synonyme de réindustrialisation, qu'on crée ces unicornes, qu'elles aillent aux États-Unis chercher les marchés, mais que la gouvernance reste française, que l'on réalloue plus d'épargne qui est aujourd'hui trop dans les bas de laine et chez nos assureurs vers l'investissement productif. Si on fait tout ça, ce pays a une décennie radieuse. On a la chance d'avoir un leadership clair pour devenir la première économie décarbonée de 2050. Vous voyez que je fais presque de la politique. Dieu m'en sauvegarde, mais ce que je fais avec passion et je pense qu'on a une opportunité rare. Et merci, vous, à ORLM, de montrer l'héritage Apple, de le partager avec quelque entrepreneur que ce soit. Et si, ce soir, nous avons pu simplement inciter un seul jeune à devenir entrepreneur, je crois qu'on aura réussi cette petite heure passée ensemble. C'est une formidable transition pour la conclusion de cette émission. C'est la fin de ce 418e. Et oui, déjà, épisode de On refait le Mac. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci infiniment, Pascal,
d'avoir ouvert ton Privilège album de d'avoir été souvenirs et ici. d'avoir partagé ce formidable moment avec nous. Encore bravo à toute la team dont refait le Mac et d'Electrolins Productions pour l'aménagement de ce studio qui grandit de jour en jour. Et merci à vous derrière vos écrans pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine. Une émission la semaine prochaine consacrée à l'Apple Watch et une autre émission dans 15 jours exceptionnelle avec un ami que tu connais bien. Il s'agit de Tony Fadel qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Le papa de l'iPod sera là pour célébrer les 20 ans de l'iPod. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'hésitez pas à cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.